À l'Académie des mages offensifs, tout le monde s'accorde sur une chose. Il n'y a pas de place pour les guérisseurs ici. Mais notre héros pense différemment. Will est le meilleur guérisseur qui soit. Pourtant, il s'inscrit quand même à cette académie. Tout le monde s'attend à ce qu'il échoue lamentablement. Un professeur décide même de le prouver en organisant une bataille simulée. Dès que le combat commence, le professeur utilise la magie de terre pour piéger Will, mais Will esquive facilement chaque attaque, boostant sa vitesse avec de la magie de guérison. Le professeur manque de le piéger dans une fosse de terre. Mais Will esquive à nouveau. Puis il passe à l'offensive. Il réduit la distance et frappe avec sa dague. Bien sûr, l'attaque ne fonctionne pas. Le professeur se couvre d'une armure de terre impénétrable, confiant qu'un faible guérisseur sans magie offensive ne peut pas l'atteindre. Mais Will sait comment gérer ça. Dans ce monde, la plupart des mages limitent leur pouvoir car leurs corps ne peuvent pas supporter leur pleine puissance. Dépasser cette limite provoque la destruction du corps. Mais si Will enlève ce limiteur, il peut libérer une puissance massive au prix de la destruction de son propre corps. Et ça lui va parfaitement. Il est guérisseur de toute façon. Will fonce avec un poing surchargé. Ses bras se brisent alors qu'il fracasse l'armure de terre du professeur. Le professeur n'a même pas le temps de réagir. Il est assommé instantanément. Alors, pourquoi un guérisseur est-il dans cette académie? Parce que la dernière fois, tout le monde était inutile, et Will est mort à cause de ça. Voici ce qui s'est passé à l'époque. On pourrait penser qu'être bon dans son travail vous vaudrait le respect de vos supérieurs, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas de notre jeune homme. Il se fait littéralement poignarder par son supérieur pour avoir fait un travail exceptionnel. Will est un jeune homme ordinaire avec une capacité de guérison extraordinaire. Un pouvoir unique qu'il est le seul à posséder dans le monde entier. Il pouvait littéralement guérir même les blessures les plus horribles. Comme si c'était un jeu d'enfant. Tu as perdu ton bras? Pas de problème. Notre gars peut le faire repousser depuis le moignon en quelques secondes. Actuellement, il sert aux côtés des derniers soldats restants sur les lignes de front qui luttent contre une armée démoniaque. Menée par des seigneurs démons, les forces même responsables du ravage du royaume de Grandbald. Les soldats se battent bec et ongles. Point faisant de leur mieux pour repousser les forces démoniaques qui ont déjà détruit le reste du monde. Quant à notre jeune homme, il n'a aucune expérience de combat. Il est donc chargé de soigner les blessés, les ramenant essentiellement du bord de la mort. Mais soyons réalistes, ces mortels n'ont aucune chance contre les créatures terrifiantes qui ont émergé des profondeurs de l'enfer lui-même. C'est pourquoi les soldats reviennent constamment avec des membres manquants. Point et notre jeune homme continue de les soigner avec diligence. Finalement, cependant, les soldats se lassent de se battre encore et encore pour être blessés à nouveau. Ils ont accepté leur cruelle réalité. Ils sont foutus. Ils préféreraient mourir sur le champ de bataille et en finir avec ce calvaire. C'est exactement la raison pour laquelle notre jeune homme a été poignardé par son capitaine. Le capitaine pense que Will ne comprend pas la douleur et l'horreur que les soldats endurent à chaque fois. Point, ils sont forcés de retourner sur le champ de bataille. Finalement, les soldats désespérés abandonnent la ligne de défense, permettant au monstre géant de commencer à ravager les vestiges du royaume. Will regarde impuissant. Point tandis que tout le monde meurt sous ses yeux, voyant sa maison s'effondrer, levant les yeux vers ce dragon massif. Point, il réalise enfin le genre d'horreur que ses soldats avaient vécu. C'est à ce moment-là que sa plus grande force est devenue son plus grand regret. Si seulement il avait eu ce qu'il fallait pour se battre sur le champ de bataille. Point, il aurait pu assurer la survie des gens autour de lui. Avec un désir ardent de défendre son royaume de ses propres mains, notre gars attrape un simple caillou du sol. Point, et commence à charger le dragon. Bien sûr, sa tentative ridicule de combattre un puissant dragon avec une simple pierre entraîne sa mort. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, il se réveille près de 5 ans dans le passé, juste avant. Point d'obtenir le titre du plus grand guérisseur du monde, un titre qu'il en est venu à détester plus tard. Déterminé à ne pas répéter ses regrets passés, il décide de s'inscrire dans une académie spécialisée dans la magie offensive. Point plutôt que la guérison. Son premier choix pour l'institut est l'Académie Schwartz, une école dédiée uniquement aux arts de combat. Dans ce monde, les arts de la guérison. Point et l'art d'utiliser la magie offensive ne peuvent pas coexister côte à côte, forçant les jeunes mages à n'opter que pour une seule profession. Cependant, Will décide de briser cette règle tacite et d'accomplir ce qu'il a échoué dans sa vie passée. Il prévoit d'utiliser ses connaissances passées pour se former de manière à ce qu'il ne sache pas seulement guérir. Point, mais aussi comment se battre par lui-même. Pour lancer les choses. Point, il doit s'inscrire dans l'une des académies les plus prestigieuses que ce monde a à offrir, la Schwartz Academia. On croit que cette académie peut former
Point de jeune talent en mage maniant la magie offensive de première classe. Sans compter que le mage de bataille le plus talentueux de la vie passée de Will était également diplômé de cette académie. Cependant, il y a un problème. Will est un mage guérisseur. Donc, entrer à Schwartz ne serait pas simple. Habituellement, les nobles dépensent une fortune pour faire inscrire leur progéniture stupide dans cette académie. Mais notre jeune homme est actuellement fauché. Même s'il commence à gagner sa vie grâce à ses compétences de guérison, il ne pourra pas économiser suffisamment avant la date limite d'inscription. Alors qu'il réfléchit à sa situation, sa sœur entre dans la pièce. La voir vivante fait monter les larmes à ses yeux. Remarquant sa réaction, elle suppose que son estomac doit lui faire mal pour qu'il pleure comme ça. Il essuie rapidement l'humidité et bluffe en affirmant que quelque chose lui a juste irrité l'œil. Intérieurement, cependant, il peut à peine contenir la joie de voir sa sœur vivante. Il jure de la protéger cette fois de la catastrophe qui a consumé sa vie auparavant. Et pas seulement elle. Il va s'assurer de protéger tous ceux qu'il n'a pas réussi à sauver auparavant. Soudain, une idée jaillit dans son esprit. Il semble avoir trouvé sa prochaine étape. Mais avant de continuer, voici un petit contexte sur la Fédération des Académies de Magie. C'est une organisation qui supervise toutes les académies de magie résidant dans le royaume. Responsable de l'élaboration des règlements et des programmes pour toute l'éducation magique. À cette époque, le président de la fédération est aussi le directeur de l'Académie Schwartz. Mais pour une raison quelconque, le président a complètement cessé de prêter attention à la fédération. Bientôt, la raison est devenue apparente. C'était à cause de sa petite fille malade, Marie. Au fait, ce grand-père Gaga s'appelle Arnold Goldgrand. Le président de la Fédération des Académies de Magie et directeur de l'Académie Schwartz, le vieil homme, avait promis à sa petite fille de trouver un magicien guérisseur compétent capable de la libérer de sa misère. Cependant, dans la vie précédente de notre héros, sa petite fille était décédée. Parce que le président n'avait pas réussi à trouver un magicien compétent à temps. C'est précisément pourquoi notre jeune homme s'introduit discrètement dans la chambre de la petite fille du président. Par chance, notre héros n'a même pas besoin de se présenter. Au président, qui est déjà présent sur place. Le vieil homme connaît déjà l'étudiant boursier originaire de Higlig. Après tout, Will est réputé dans tout le royaume pour le talent exceptionnel qu'il possède en magie de guérison. C'est précisément pourquoi le président trouve cela inapproprié pour quelqu'un du calibre de notre jeune homme. De se faufiler comme un voleur. Intérieurement, Will admet qu'il a raison. Peut-être que sans son expérience de sa vie passée, il n'aurait pas osé s'introduire dans l'espace personnel de quelqu'un. Mais d'un autre côté, les formalités sont un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre pour l'instant. Il devait agir immédiatement, car lui seul pouvait la guérir. Bien sûr, le vieil homme sait que rien n'est gratuit. Et il veut que ce jeune homme soit clair sur ses intentions. Will insiste sur le fait que le temps est compté. Son traitement prime sur les négociations. Finalement, le vieil homme donne la permission dont notre héros a besoin. Il s'assied au chevet, prêt à guérir sa maladie, mais le regard intense du vieil homme attire son attention. Plongeant son regard dans l'âme de notre héros, le président lui fait pratiquement comprendre qu'un seul faux pas et notre héros est fichu. Alors Will prend une profonde inspiration, prêt à ne pas se rater, et commence sa magie de guérison. Pendant qu'il déploie cette magie de guérison, il réalise que sa réserve de mana a diminué par rapport à sa vie passée. Mais ce qui importe le plus, c'est l'exécution parfaite des formules de magie de guérison. Qu'il se souvient heureusement très clairement. Après un moment, la petite fille ouvre enfin les yeux. La première chose qu'elle remarque est le charmant prince qui l'a sauvée d'une situation de vie. Ou de mort. Elle est complètement troublée et se retourne de l'autre côté, embarrassée. Pendant ce temps, grand-père n'en croit toujours pas ses yeux que sa petite fille soit réellement revenue d'un état comateux. La jeune fille confirme son retour. Elle affirme même qu'elle ne s'est pas sentie aussi bien depuis des années. Les yeux du grand-père Gaga s'embuent de larmes de joie. Les soucis qui le rongeaient depuis si longtemps ont enfin été levés, et tout cela grâce à notre héros. Peu de temps après, les deux hommes s'installent dans le salon. Après avoir exprimé sa gratitude, le vieil homme est prêt à exaucer n'importe quel souhait de notre héros. Will lui assure qu'il ne demandera rien d'absurde. Son souhait est tout à fait dans le pouvoir du président. À ce stade, c'est de notoriété publique qu'il n'y a personne à la hauteur de Will. En matière de magie de guérison, il est au sommet, n'ayant plus de marge de progression. C'est précisément pourquoi il veut explorer un ensemble de compétences différents. Il veut s'inscrire à l'Académie Schwartz. Bien sûr, le vieil homme trouve cela absurde que quelqu'un abandonne ses aptitudes naturelles pour explorer quelque chose de totalement inconnu. Cela semble inhabituel,
mais puisque le vieil homme avait déjà fait sa promesse, il va l'honorer. Il serre la main du jeune homme, promettant de tenir sa part du marché. Quelque part dans l'académie, un professeur apparemment toxique examine le profil d'inscription de notre héros. Il trouve les actions du président plutôt audacieuses. Inscrire un mage guérisseur qui n'a aucune compétence offensive dans une école de combat. Finalement, le jour de la cérémonie d'entrée arrive. Et les nouveaux entrants se rassemblent dans la salle d'assemblée de l'académie. Sur le piédestal, le président est là pour présenter et vanter son institut. L'Académie Schwartz est une école entièrement résidentielle spécialisée dans la magie offensive, avec son propre programme unique. Son vaste campus abrite de multiples terrains d'entraînement. Et les choses ne font que s'améliorer avec les installations de recherche avancées. Et une immense bibliothèque, ce qui la rend encore plus remarquable. Des diplômés influents sont actifs même au-delà de l'académie, rendant possible la réception de diverses formes de soutien du royaume. Si je devais résumer, il n'y a pas d'autre institut qui offre ce genre d'environnement. Pour étudier les subtilités de la magie offensive. N'oublions pas que notre héros n'est qu'un simple guérisseur s'inscrivant dans cette académie, ce qui est sans précédent jusqu'à présent. Il va sans dire que son chemin sera semé d'embûches. Mais notre héros est prêt à affronter tout ce qui l'attend, tant qu'il devient le mage offensif qu'il désire être. Cependant, la réalité est souvent loin des attentes. Le premier cours après la cérémonie d'entrée a lieu. Et on peut voir où il transpirait à grosses gouttes. Il est censé frapper une cible avec un sort de magie de feu. D'une manière ou d'une autre, il parvient à activer un sort de feu, mais il s'éteint aussitôt qu'il apparaît. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Pour aggraver les choses, son professeur est une véritable ordure qui essaie de tyranniser notre héros en utilisant sa faiblesse comme levier. Où il ne peut assister au cours que s'il parvient à frapper le mannequin. Tant qu'il n'y parvient pas, il est contraint de continuer à s'entraîner sur les terrains d'entraînement de l'autre côté du bâtiment scolaire. Où il insiste pour que son professeur lui montre au moins les bases. Sinon, il ne pourrait jamais l'apprendre correctement. Mais encore une fois, il était clair dès le début que ce professeur en particulier déteste notre héros. Pour lui, perdre du temps à enseigner à un guérisseur n'est pas le meilleur investissement. Où il le supplie de lui permettre au moins d'accéder à la bibliothèque. Afin qu'il puisse apprendre quelque chose de la théorie. Une fois de plus, le salaud humilie notre héros pour n'être qu'un simple guérisseur, affirmant qu'ils n'ont aucune littérature qui pourrait être utilisée par son genre. Profitant de la situation, un crétin blond frappe le guérisseur avec des attaques sournoises. Point magique par derrière, forçant Will à s'effondrer au sol. Le pauvre gars ne s'attendait même pas à cette attaque soudaine. Mais l'intimidateur pense que c'est une raison de plus pour profiter du guérisseur, car il est si faible. Il se vante du statut de l'académie en matière de rang offensif. Alors, tout guérisseur mauviette, comme Will peut aller se faire voir pour avoir osé s'inscrire. C'est la première fois que je vois un professeur s'acharner sur un élève avec l'intimidateur. Tous deux rabaissent Will. Comme s'il était le dernier des déchets à leurs yeux. Cette nuit-là, notre jeune homme semble épuisé, assis sur le banc. Ses efforts pour apprendre la magie offensive n'ont, jusqu'à présent, mené à rien. Il savait que ce serait une vraie galère, simplement à cause de la différence entre la magie de guérison et la magie offensive. Les deux puisent leur propre type de source d'énergie. Le mana est le pouvoir de l'esprit, l'arme ultime d'un mage, qu'il active par des formules. Le mana se déplace aussi selon la volonté du lanceur. Utiliser ce mana pour une explosion ou une puissance de feu, c'est ça, la magie offensive. Les guérisseurs, d'un autre côté, possèdent un mana calme. Mais c'est là que l'Académie Schwartz entre en jeu. Ils sont les meilleurs pour former des mages offensifs. Il doit donc y avoir un moyen pour lui d'affiner le mana dynamique. Will croit fermement qu'il pourrait manipuler son mana de manière à convertir le mana statique en mana dynamique. C'est le plus grand obstacle sur son chemin. Il ne peut même pas assister au cours en ce moment. Parce que ce prof minable ne le lui permet pas ou il refuse d'abandonner, espérant rencontrer cette personne qu'il a aidée dans sa vie antérieure. Rien que grâce à elle, son choix d'être venu à cette académie pourrait finir par en valoir la peine. Malheureusement, il ne peut pas continuer à l'aveugle, alors il réfléchit à d'autres moyens. Mais soudain, une voix familière l'interpelle pour être resté dehors si tard. Quand Will observe l'apparence magnifique de cette personne, il voit Veronica, une guerrière extrêmement compétente qui a combattu à ses côtés. Elle était l'une des mages offensives de la plus haute classe qu'il ait jamais connue. Et finalement, il avait dû pleurer sa perte lors de la guerre tragique. Heureusement, elle est vivante dans cette ligne temporelle régressive. Mais avant même qu'il ne puisse parler, cette femme sort la même épée capable de tout couper en deux. Cette fille ressemble à une Gojo au féminin. Avec les capacités de Sukuna.
Le fait qu'elle pointe son épée sur lui n'est pas vraiment agréable, mais il s'avère qu'elle traque un étudiant suspect sur le campus. Ce qui la fait se demander si Will est ce même étudiant turbulent. Notre jeune homme clarifie rapidement qu'il n'est absolument pas ce type. Parce qu'au cas où elle l'attaquerait, il aurait besoin d'une autre régression isquée de Truck-kun. Elle le croit, ce qui le calme. Et il demande à confirmer si elle est vraiment Véronica. La femme se sent offensée qu'il s'adresse au professeur si familièrement, ce qui le remplit de honte et de choc. Il savait qu'elle était plus âgée que lui dans sa vie antérieure, mais pas à ce point. Il s'avère qu'elle est en fait une prodige qui a sauté des classes. Et a été promue professeur immédiatement, ce qui n'est absolument pas surprenant compte tenu de son talent divin. C'est l'opportunité que Will attendait, l'étoile filante qui pourrait l'aider à apprendre la magie offensive. Enfin, Will exprime son intérêt à suivre le cours de Véronica, sachant qu'elle est son dernier espoir. Il s'enquiert de la procédure d'inscription. Mais elle le rejette immédiatement, déclarant qu'elle n'a pas de cours initié, car elle est une nouvelle professeure qui a été promue après de nombreuses classes. Elle n'a aucune idée de comment les choses fonctionnent ici. Pour cette année, le poste actuel de Véronica est de servir d'instructrice assistante pour gérer certaines questions. Le plan était d'utiliser son esprit jeune pour se connecter avec les étudiants plus proches de son âge, ce qui ferait d'elle un grand soutien pour eux. Cependant, ce qui la dérange, c'est que personne n'ose. Point l'approcher pour toutes sortes de consultations. Eh bien, notre jeune homme peut exactement dire pourquoi. C'est parce que cette femme sort son arme meurtrière au moindre inconvénient. De son point de vue, c'est juste une excellente opportunité pour lui d'exploiter Véronica. Il n'a même pas besoin de suivre ses cours. Point et peut simplement l'utiliser pour qu'elle lui enseigne en privé. Alors il lui pose une question, sachant que c'est son travail de répondre. Étant direct tout de suite, cet homme demande comment il devrait aborder. Point l'apprentissage de la magie offensive en tant que guérisseur. D'après ses mots, Véronica réalise instantanément qu'il n'est pas un étudiant ordinaire, ayant ressenti la composition étrange de son flux de mana. Elle se souvient maintenant que ce type est le fameux nouvel étudiant qui a rejoint l'Académie Schwartz. De toutes ces années, elle admet même n'avoir jamais vu un guérisseur ordinaire essayer d'apprendre la magie offensive. La bonne chose à Schwartz, c'est que l'Académie offre une méthode pour cultiver quelque chose appelé mana dynamique. C'est une base que notre jeune homme croit lui servira de point de départ parfait. Et quand Véronica confirme son existence. Point où il devient vraiment excité, pensant qu'il y a une chance. Un petit problème. Cette femme lui dit carrément. Point que même avec cette méthode, il ne pourra pas apprendre la magie offensive. Cette révélation étonne sincèrement notre jeune homme. Surtout quand Véronica explique qu'il a déjà beaucoup trop de mana statique. Cela signifie que même s'il cultive le mana dynamique à partir de 0, la majeure partie se convertira et se dissoudra en mana statique. De toute façon, et s'il essayait de cultiver le mana dynamique en utilisant une autre méthode, le mélange des deux qualités de mana lui rendrait impossible l'utilisation de tout type de magie offensive. La réalité semble sombre. Notre gars a changé d'académie, seulement pour réaliser qu'il n'y a littéralement aucun moyen pour un guérisseur ordinaire d'apprendre la magie offensive. Où il commence à regretter de ne pas avoir reçu de manuel d'instruction. Point quand Truck-kun l'a fait régresser. Eh bien, il ne veut pas abandonner, même si cela signifie devenir l'Einstein. Point de sa génération pour inventer une nouvelle méthode. Remerciant l'assistante professeur, il est sur le point de partir quand soudain Véronica l'arrête. Pour finir son explication, elle continue ce qu'elle disait plus tôt, affirmant que s'il est vrai que les guérisseurs ne peuvent pas utiliser la magie offensive. Point il existe une seule nuance qui pourrait permettre à un guérisseur de devenir un mage offensif. La fille l'a complètement embrouillé. Parce que même notre jeune homme ne peut pas comprendre cette logique. Véronica démontre son point en révélant son épée de fer spécialement sculptée, une arme qui peut trancher et vaincre les ennemis. Elle parle ensuite du banc à côté d'eux, qui est fait de bois, capable d'être utilisé en s'asseyant dessus. En d'autres termes, la professeure à l'esprit simple dit que l'eau est mouillée et que le sol est fait de sol. Mais voici le rebondissement. Elle ramasse le banc et explique que même si elle l'utilisait pour tabasser quelqu'un, ce serait toujours une arme. Hilarant, où il commence à se demander comment cette maman musclée. Point peut même soulever un banc aussi lourd avec ses bras de nouilles. Quoi qu'il en soit, l'approche de Véronica est que même si quelque chose est fait pour un but différent, on peut l'utiliser comme bon nous semble. Pour illustrer son point de manière personnelle, elle démontre avec sa main et lui tapote le visage, faisant rougir cet homme. C'est un rêve mouillé pour la plupart des hommes. Point jusqu'à ce qu'elle finisse par lui donner une grosse pichenette sur le visage, expliquant comment elle a utilisé sa main à deux fins juste à l'instant. Elle finit par le frapper beaucoup trop fort. Mais de toute façon, le point reste le même. Même chose, mais usage différent. Les yeux de Will s'ouvrent enfin.
Il commence à se demander. Point s'il peut utiliser sa magie de guérison comme une attaque. Tout ce temps, il n'avait même jamais envisagé l'idée. La raison même. Point pour laquelle les deux factions de mages sont en désaccord est à cause des différences qui résident dans leur propre forme de mana. Mais aux yeux de Véronica, ce gamin est différent. Elle pense qu'il a déjà fait un grand pas en s'inscrivant dans une académie de magie offensive. Et même son mana indique qu'il n'est pas purement un guérisseur. C'est une observation que même Will n'avait pas remarquée, ce qui le fait se demander si c'est l'une des capacités que lui a donné Truck-kun. Pointant sa lame sur son cou, elle lui ordonne de prendre conscience et d'embraser la passion agressive au fond de son âme. S'il fait ça, il deviendra inarrêtable. Et anéantira quiconque se mettra en travers de son chemin. Le lendemain, notre jeune héros réfléchit à la conversation qu'il a eue la veille avec son professeur. Elle a utilisé de nombreux exemples différents pour illustrer son propos. Et ce qui le sidère vraiment, c'est pourquoi. Elle ne semble avoir aucune sorte de critique envers les guérisseurs ordinaires. De plus, elle a pu élaborer une théorie sur le champ qui avait du sens. Will commence à penser qu'elle utilise elle-même la même méthode. Mais son raisonnement est interrompu par un instructeur qui l'appelle grossièrement guérisseur. Le cours d'aujourd'hui est en fait spécial. Car il y aura une série de combats en 1 contre 1. Il est capable de participer aux côtés des autres. Bien sûr, qu'il puisse ou non utiliser la magie offensive est son propre problème à gérer. Le professeur Crapule a également finalisé les duels. Et sans l'ombre d'un doute, cet homme a opposé notre jeune héros à Ulpi. Le crétin blond de l'autre jour. Notre jeune héros n'attend pas ce match contre Ulpi avec impatience, car le gamin vient d'une célèbre académie noble et a tout le soutien nécessaire. C'est un enfant de riche, mais plus que cela, c'est en fait un puissant mage offensif. Ulpi anticipe déjà la victoire et provoque notre jeune héros, se demandant s'il va courir pleurer dans les jupes de sa maman après s'être fait détruire. Notre jeune héros fait de son mieux pour essayer de ne pas se laisser provoquer par cet imbécile. Même s'il vient du futur et c'est qu'il est contre un gamin, ça l'énerve quand même. La bonne nouvelle, c'est que Will veut tester la théorie de Véronica en action. Il s'intéresse donc au combat. Il demande l'attention du professeur et refuse d'abandonner. Au lieu de cela, notre jeune héros a une proposition à faire, partageant qu'il n'a aucun talent pour la magie offensive, ce qui serait une perte de temps pour ce combat. Alors, il augmente les enjeux et déclare carrément qu'il quittera l'Académie Schwartz. S'il perd ce match, le professeur est ravi d'entendre ces mots, mais l'autre côté de la médaille est que si notre jeune héros gagne, il serait autorisé à suivre des cours réguliers. C'est une proposition insultante. Mais Ulpi est si arrogant qu'il éclate de rire, déclarant à quel point l'idée d'une victoire est vraiment ridicule. Il pense même que Will est en plein délire sur son île imaginaire, sans aucune chance de gagner. L'instructeur en a marre d'eux et accepte la proposition, ordonnant aux deux concurrents de prendre position. Il fait signe du début du match, qui commence avec Ulpi activant calmement la magie offensive. Il manifeste un tas de dagues rayonnantes. C'est sa spécialité, appelée magie de création de couteaux. En gros, c'est un Gilgamesh de supermarché, avec des épées minuscules comme armes. Projetant toutes ses dagues dans la direction de Will, il déclare qu'il n'y a aucun moyen pour un misérable guérisseur de se défendre. Mais notre jeune héros est là, faisant la pose du Bouddha et tout, prêt à activer son extension de domaine. Dès qu'il active sa technique, il est capable d'égaler la vitesse des dagues et de les esquiver tout avec précision. C'est une technique appelée manipulation de vie, que Will utilise pour manipuler l'essence même des créatures vivantes près de lui, augmentant leur PV à la limite absolue. Mais ce n'est pas tout, il pourrait aussi l'utiliser comme une attaque avec la même approche. Ulpi panique et appelle ça un coup de chance minable. Mais notre jeune héros, en train de cultiver son aura dans la même pose, attrape la dague du Gilgamesh de supermarché, avant de trancher toutes les autres avec le style de Shiru et Miya. Les armes faiblissent et n'ont fait aucun dégât jusqu'à présent, mais notre jeune héros ne fait que commencer. Et avec une seule dague, il a l'intention de mettre fin à ce combat. Les spectateurs ne peuvent pas comprendre ce qui vient de se passer. Un guérisseur utilisant une attaque offensive, ça ne rentre tout simplement pas dans leur tête. En réalité, Will utilisait la magie de guérison comme une attaque. Je n'ai même jamais utilisé de magie offensive. Ulpi est acculé et se vante d'avoir retenu ses coups tout ce temps. Apparemment, le gars peut augmenter le nombre de couteaux à sa disposition. Comme si ça allait changer quelque chose. Il fait pleuvoir les projectiles dorés sur le guérisseur avec colère, mais notre jeune héros commence tranquillement à trancher chaque dague. À la fin de sa défense, elles sont toutes brisées au sol. Ulpi se prend toujours pour un as.
Alors il augmente la taille de sa dague minuscule. Et bon sang, cet angle a l'air un peu louche si tu veux mon avis. Quoi qu'il en soit, Will comprend que combattre Ulpi est pénible à cause de son talent et de sa compréhension de la magie. Pour augmenter la complexité et la puissance de feu, Ulpi force sa dague à tourner, lançant en gros un missile dans la direction de notre jeune héros. Le gars a emprunté la technique de la flèche de feu de Sukuna, seulement pour que Will bloque ça aussi. Ulpi ne peut plus voler de techniques d'autres séries. Et rugit simplement de frustration. Pendant ce temps, notre jeune héros pense qu'il devrait progressivement augmenter sa force. Le projectile féroce est dévié avec facilité. À la grande surprise d'Ulpi. Avant qu'il ne puisse faire autre chose, Will se téléporte derrière lui en utilisant le déplacement instantané de Goku, promettant de le soigner après ça. Puis il fonce droit au but pour le coup de grâce, seulement pour que l'instructeur intervienne et lance un énorme mur de terre entre les deux. L'instructeur croit que le match est terminé. Et leur dit à tous les deux de s'écarter pour le prochain duel. La défaite est vraiment humiliante pour le noble arrogant. Mais Will est juste heureux de pouvoir suivre des cours réguliers à partir de maintenant, à la grande frustration de cet instructeur minable. Ayant terminé ici, il s'éloigne en réfléchissant à son expérience de combat. Enfin, il a créé sa propre version de la magie offensive. Et elle était assez puissante pour battre un excellent mage. Tout cela grâce au conseil de Véronica. Quant au crétin perdant, il est aidé par l'instructeur. Ulpi demande à son professeur de ne pas informer son père de ce match. Tous deux sont des hatters de Reddit de première catégorie qui ne peuvent tout simplement pas accepter la défaite. Dans la scène suivante, nous retrouvons Will en classe. Il peut suivre des cours ici et affiner sa compréhension de la magie d'attaque. L'instructeur entre dans la pièce et jette un coup d'œil à Will avant de commencer le cours. Jusqu'à présent, ces cours ont été basiques. Un seul professeur principal gère pratiquement tous les cours. Will est surtout intrigué par le cours de création d'outils magiques, se souvenant d'un concept similaire à l'Académie de guérison. La leçon d'aujourd'hui porte sur la création de bombes de glace. L'instructeur distribue les matériaux que les élèves doivent assembler et traiter. Will se souvient n'avoir jamais vraiment fabriqué d'armes dans sa vie précédente, seulement des objets de récupération. Mais à l'Académie offensive, on s'attend à ce qu'il forge des armes pour le combat. Le mana utilisé à cette fin sera évidemment du mana dynamique. Mais quand il s'agit de création, la nature du mana n'a pas beaucoup d'importance. C'est pourquoi Will n'aura aucun problème, même avec son surplus de mana statique. Et quand il jette un œil aux matériaux, il trouve des fragments de golem de glace et des branches de flamme en poudre. Suivant les instructions, il mélange le fragment, mais connaît soudainement un changement rapide. Will finit par lancer le fragment de glace grâce au renforcement corporel, provoquant la détonation et l'explosion de ce petit fragment, laissant derrière lui des pics de glace. Notre jeune homme est plutôt impressionné, mais son petit numéro est un manque de respect flagrant pour son cours. L'instructeur le réprimande et lui dit carrément qu'il va lui retirer des points. Le reste des brutes se moque, Ulpi en particulier. Ce qui indique qu'il complote avec le professeur. Le prochain cours de Will est imminent, sur les créatures magiques. Il reçoit une mignonne salamandre. Alors que l'instructeur insiste auprès des élèves de bas niveau pour qu'ils écoutent attentivement, notre jeune homme est un peu mal à l'aise avec la proximité d'une créature magique. Cette minuscule machine à tuer projette un canon de feu, ce qui fait que Will dévie. En réalité, ce n'est que quelque chose que notre jeune homme a imaginé dans sa tête, attirant même l'attention de l'instructeur qui lui confisque son fidèle pot. Les choses ne s'annoncent pas bien. Et Will commence à vraiment comprendre ce qui se passe. L'instructeur lui permet de participer au cours. Mais en fait, il le torture à chaque cours. Cela signifie qu'il ne pourra pas apprendre. Il doit donc faire quelque chose pour sa situation. Encore une fois, un étudiant particulier l'observe de loin, qui semble comprendre le double standard en jeu ici. Le harcèlement continuait sans fin, où il devait se protéger non seulement des étudiants, mais aussi des questions ridicules et hors programme des instructeurs. Ses points étaient réduits à néant, et même après les cours, il trouvait des tas de déchets traînant dans sa chambre. Quand il a essayé de confronter le superviseur à ce sujet, celui-ci l'a puni encore plus en lui retirant ses privilèges de dîner. Notre gars se fait rôtir de tous les côtés. Il s'effondre dans sa chambre, réalisant que cette académie est pleine de détracteurs. Juste au moment où il faisait un pas positif, il doit maintenant faire face à une tonne de défis à surmonter. Où il comprend que son rythme de progression actuel fait des merveilles pour lui. Et ne veut pas laisser ses brutes le déranger. Le mieux, c'est qu'il a combattu l'un d'eux et a réellement gagné le combat. Ayant ainsi la preuve absolue qu'il peut devenir le mage d'attaque dont il a toujours rêvé. En se concentrant sur le positif,
Will se souvient avoir acquis son manuel. Il peut donc maintenant revoir ses devoirs et étudier correctement. Le jour suivant arrive et, à son grand choc, il n'y a ni professeur ni âme qui vivent. L'instructeur arrive habituellement à 7 heures. Mais il n'y a qu'un seul élève près de lui. C'est presque comme si la nouvelle du changement soudain d'horaire n'avait pas été rendue publique à certains élèves. Agacé, Will se lève pour engager la conversation avec la fille. Il s'approche d'elle, la surprenant par son approche. Notre jeune homme veut juste savoir si les cours ont été modifiés du jour au lendemain. Et c'est certainement lié à ça, l'instructeur déteste certains élèves. Et elle est aussi sur cette liste, donc ils sont tous les deux cuits. Elle pense que c'est une bonne idée pour deux solitaires harcelés de s'entendre. Et Will sent sa peur, alors il lui tend une main joyeuse, lui proposant d'être son ami. La fille est stupéfaite et incline la tête avec un respect absolu pour lui. Elle est présentée comme Erika Glenn, la première amie que Will s'est faite à la nouvelle académie. Elle pense que c'est tout à fait normal qu'il n'ait personne à ses côtés, étant donné qu'il a rejoint les cours en retard et qu'il est un guérisseur. Erika souligne que les gens parlent toujours de la faiblesse pathétique des guérisseurs, ce qui stupéfie Will. Elle-même n'est pas du genre à se vanter d'avoir des amis. Bien qu'elle soit une mage offensive, en observant sa personnalité, Will comprend que la discrimination féroce envers les guérisseurs semble être une culture de l'Académie Schwartz. Il est vrai que les mages offensifs combattent en première ligne. Ils ont donc toutes les raisons de mépriser les guérisseurs qui restent à l'arrière. Même dans sa vie précédente, Will s'était imposé comme un guérisseur célèbre pour le royaume. Il avait de la crédibilité à l'époque. Mais ici, à l'Académie d'attaque, les choses sont différentes. Will sera englouti par la discrimination de l'Académie s'il ne se bat pas contre elle. Erika s'enquiert de son intention de venir à l'Académie offensive. Organisant ses pensées, Will répond qu'il refuse d'accepter sa réalité de guérisseur né. Et a l'intention de rejoindre les premières lignes. Sa raison la secoue, mais Will clarifie qu'il a ses raisons personnelles pour le soutenir. Quant aux intentions d'Erika, apparemment, elle appartient à une petite famille noble de la campagne. Sans fils né dans sa famille, les parents pensaient que leur lignée s'éteindrait. Prenant les choses en main, elle a pensé que devenir une puissante mage d'attaque pourrait l'aider à devenir la chef de famille par son seul statut. C'est un objectif compréhensible aux yeux de Will. Mais le problème d'Erika est qu'elle n'a pas la moindre once de talent pour la magie. Elle n'a pas non plus d'amis et se fait aussi harceler en classe. Heureusement. Elle est heureuse d'avoir trouvé un ami en notre jeune homme, le qualifiant de « sous-doué », qui la réconfortera même quand ses notes seront basses. Notre gars se fait détruire partout. Mais elle ne fait que plaisanter. Quoi qu'il en soit, il lui rappelle que les attentes d'Erika seront bientôt satisfaites. Sans donner plus d'explications, Will l'emmène dans une autre salle de classe, où le vrai cours a lieu. Tous deux trouvent leur chemin vers la salle, mais l'instructeur, prévisible, les considère en retard. Will s'excuse de ne pas avoir été au courant du changement soudain d'horaire. Mais ce type est un vrai émerdeur. Et ne leur pardonne pas. Pour punir Will, il décide de lui balancer une autre question. C'est une mauvaise nouvelle. Erika sait déjà que notre gars n'a pas assisté à la plupart des cours précédents. Ce qui signifie qu'il ne saurait rien. En jetant un œil au tableau, Will analyse le problème dans sa tête, tandis que son professeur insiste sur le fait que des points seront déduits s'il ne parvient pas à donner la bonne réponse. Ulpi ridiculise Will davantage, sachant qu'il est sur le point d'échouer. Mais notre gars est plongé dans une profonde concentration. Alors il prend la craie et commence à écrire frénétiquement. Chaque mot capte l'attention de la classe. Même Ulpi pense que ce n'est qu'une tentative de frime. En réalité, Will trouve la bonne configuration, illuminant le cercle magique sur le tableau. Il a dépassé toutes les attentes, faisant taire toute la salle, y compris son professeur minable. Le professeur est forcé d'admettre que c'est la bonne réponse. Stupéfiant Ulpi et même Erika. C'est impossible que le petit nouveau ait réussi à décoder la réponse, même après avoir manqué tous ses cours. Juste après ce cours agaçant, Erika a immédiatement voulu savoir comment il avait réussi à résoudre cette question. Will explique que c'était en fait assez facile à résoudre. Car il l'avait appris dans le manuel. Il avait déjà lu le manuel. Donc il savait à quoi s'attendre. Ce qui la stupéfie le plus, c'est que cet homme a dévoré le livre entier en une seule nuit incroyable. Will ne l'avait lu que pour la première fois. Et a fini par le dévorer, le saluant comme l'un des meilleurs livres sur la magie offensive. Des applications fondamentales et avancées y étaient mentionnées, tout était couvert avec une grande précision. Il pouvait étudier tout cela par lui-même. Mais sans avoir une certaine compréhension magique, lire le texte était une corvée. Ce qui est bien avec Will, c'est qu'il a toujours été doué pour les études théoriques.
Donc il pouvait s'en sortir sans trop de difficultés. Il a tout appris sur la magie offensive en une seule nuit, le lisant comme s'il s'agissait d'un roman de fiction. Alors qu'il est amusé, Erika, elle, est effrayée. Le livre qu'il a digéré est le croque-mitaine de leur académie, quelque chose qui ne peut pas être déchiffré sans les conseils du professeur. Elle commence à regretter son hypothèse initiale de le traiter d'échec et réalise qu'elle est la seule à la traîne. La jeune fille ne veut pas qu'il la laisse dans les rangs inférieurs. Tandis que notre gars lui assure qu'il va lui apprendre tout ce avec quoi elle a des difficultés. Après tout, ils sont les meilleurs amis de la même classe. Erika esquisse un sourire radieux, heureuse de recevoir son aide. La réalité est que notre gars est venu ici. À l'école pour ses objectifs, pas pour faire copain-copain avec le pouvoir de l'amitié. Mais comme il est seul, il aura besoin d'Erika. Alors il lui parle d'une faveur qu'elle doit lui rendre. Le prochain cours est celui de magie offensive générale 1, qu'il n'a jamais réussi à passer. Et la raison principale pour laquelle il n'a jamais pu accéder aux autres cours. Erika pense qu'il devrait facilement pouvoir le faire maintenant qu'il a vaincu Ulpi. Mais la réalité est différente, où il ne peut en fait pas utiliser la magie offensive générale. Comme tout le monde. Mais il a une excellente idée. La stratégie nécessite l'aide d'Erika pour qu'il réussisse. Dans la scène suivante, les étudiants sont à nouveau rassemblés sur le terrain d'entraînement. En ce qui concerne la magie offensive, il existe deux branches, la magie générale et la magie unique. La magie générale fait référence au sort avec des formules correctement établies, la rendant facilement accessible à tous grâce à des formules. À l'inverse de son usage général, la magie unique provient de l'intérieur d'un utilisateur. Comme la magie spéciale de création de couteaux d'Ulpi. Le programme de l'académie inclut des cours pour les deux types de magie offensive afin que les étudiants se perfectionnent. Bien sûr, la magie unique ne mène pas à la bonne réponse aux problèmes de cours. Donc pour quelqu'un comme notre gars, c'est en fait le moyen le plus facile pour lui d'assister à de tels cours et de gagner. Malheureusement, il est bloqué quand il s'agit d'apprendre la magie offensive générale, et son professeur le sait bien. Profitant pleinement du guérisseur, l'instructeur le félicite pour ses compétences théoriques. Et se demande comment il s'en sortira aux épreuves pratiques. Après tout, où il est censé échouer à ce cours. S'il ne peut même pas utiliser la magie de base. L'instructeur insiste sur le fait que l'exercice n'est pas différent des tentatives précédentes, avec l'objectif de tirer un coup sur la cible une fois de plus. Il rabaisse Will en qualifiant cela de tâche extrêmement basique, ce qui signifie que s'il échoue à faire quelque chose d'aussi fondamental pour l'académie, il ne pourra pas obtenir son diplôme. Rassemblant ses pensées, l'instructeur se souvient comment le garçon a appliqué la magie de guérison dans des manœuvres offensives. Et comment la magie de guérison améliore les stats générales du corps. Mais c'est différent ici, car Will ne peut pas utiliser de magie offensive. Il veut juste que ce gamin se perde et abandonne son cours. Mais notre gars ne bouge pas et sourit à la situation. L'instructeur est complètement sidéré quand il voit la main de Will engloutie par les flammes. Il n'y a aucune raison au monde pour que ce gamin soit capable de lancer une telle magie. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est en fait qu'une tactique sournoise utilisée par notre protagoniste. Toute sa stratégie repose sur Erika créant la boule de feu en utilisant sa version de la magie offensive générale. Ensuite, il a déployé la boule de feu à l'intérieur de la queue de la salamandre. Ensuite, Will utilise soigneusement l'auto-guérison pour attiser les flammes, les cachant dans sa main. En gros, il fait ce que Gojo Satoru fait avec sa technique inversée maudite pour maintenir l'infini. C'est une guérison infinie. Mais même là, Erika doutait de son approche, se demandant à quel genre d'homme elle avait affaire, ne sachant pas qu'il avait été le plus grand guérisseur de l'humanité à un moment donné. Il a arrêté la magie de guérison juste après avoir ouvert sa main, donnant l'impression qu'il avait manifesté une boule de feu de la paume de ses mains. Vient ensuite la partie facile. Il tire simplement sur la cible, l'atteignant en plein dans le mille. Le prof est en train de trembler comme une feuille. Son élève l'a encore une fois humilié. L'illusion est si bonne qu'il est totalement convaincu que Will a lancé de la magie offensive. Cela lui vaut une note de passage immédiate, gagnant les applaudissements d'Erika. Et la confusion totale des spectateurs. Surtout, Ulpi est furieux. Après le cours, il affronte le professeur pour obtenir des explications. Aucun d'eux n'a la moindre idée de ce qui se passe. Il n'y a aucune explication logique pour que Will ait appris la magie offensive générale. L'ego d'Ulpi est froissé à cause de la défaite qu'il a subie. Et maintenant, ce guérisseur va trop loin. Le gars est prêt à se plaindre à son père pour faire annuler le cours. Même le professeur est stupéfait par sa détermination. Pendant que le fier noble s'éloigne, ordonnant à l'instructeur de faire tout ce qu'il faut pour éliminer le guérisseur de leur classe, le professeur minable est maintenant dans une situation délicate.
car enfreindre les règles comporte un risque d'être découvert. Malheureusement, il a aussi passé énormément de temps à obtenir son poste à l'académie. Il ne peut donc pas le perdre maintenant. Pesant les risques, l'instructeur décide qu'il est préférable pour lui de prendre un risque et de se débarrasser du guérisseur qui essaie de laisser sa marque sur leur académie. Le gars a un contentieux de longue date avec un étudiant de 15 ans et décide finalement de prendre les choses en main. Après les cours, sur les terrains d'entraînement, l'instructeur finit par convoquer Will, seul. Le gars menace notre jeune, mais Will le prend comme un compliment. Trop naïf pour réaliser la situation dans laquelle il se trouve, l'instructeur explique qu'il veut rabaisser la confiance du jeune. Surtout après qu'il ait manqué de nombreux cours à son arrivée à l'académie. Ce n'est même pas la faute de notre jeune, car ce professeur crétin est celui qui a refusé de le laisser suivre ses cours. Pour commencer, Will rétorque qu'il a déjà étudié le matériel avec ses amis et en autodidacte, donc il n'y a rien à craindre. Mais ce professeur est tyrannique dans son approche et s'en fiche complètement, croyant que cette nouvelle leçon est nécessaire pour Will. Le contenu est décidé par lui en tant qu'instructeur. Alors, ils participeront à une véritable bataille simulée. C'est plutôt suspect pour Will de devoir combattre un professeur sans raison, et l'instructeur sait que c'est injuste. Alors il accorde au jeune un handicap. Si Will parvient à placer ne serait-ce qu'un seul coup. Il sera considéré comme le vainqueur de ce mini-examen. Avec un tel avantage, l'instructeur s'attend à ce que le jeune ne tourne pas les talons et prenne le combat au sérieux. Bien sûr, ce clown n'a jamais même envisagé l'idée de perdre, il est tellement confiant en ses capacités. Quant à notre jeune, il est perdu dans ses pensées, essayant de comprendre la situation. Le jeune accepte les conditions du duel, au grand plaisir du professeur. Le combat commence immédiatement, l'instructeur utilisant un sort de terre depuis le sol. Heureusement, Will connaît un peu le style de combat de son professeur. Il sait que ce type est spécialisé dans la magie de la terre. Alors il esquive le premier coup rapidement, mais ce même coup s'étend et le force à esquiver à nouveau. Will est assailli par de nombreux coups, mais il les évite correctement. Le professeur se moque de lui pour esquiver sans arrêt. Mais le problème actuel de Will est de gérer cette magie de terre agaçante qui peut être spammée sans arrêt. De plus, son attaque a une portée énorme, ce qui la rend complètement différente de celle d'Albus. En même temps, le gars n'a pas encore fini et se retrouve en mode ultra instinct à chaque coup. Will réduit la distance et fonce vers son professeur qui active davantage sa magie de la terre, ouvrant un mur de chaque côté, avant de le refermer brusquement, prenant le jeune en sandwich. Ce mouvement semble être la chute ultime. Jusqu'à ce que le gars voie son étudiant descendre du ciel avec une dague à la main. C'est la seule opportunité qu'il a. Alors Will assène le coup de dague, visant la tête de son professeur. Malheureusement, cet homme avait créé une armure durable, bloquant le coup. L'étudiant évite de force la prochaine attaque de l'instructeur, créant à nouveau de la distance. Ce petit serpent traite son étudiant de pathétique et révèle son armure de fer toute puissante. Même Will trouve ce nom incroyablement ringard. Pendant que son professeur se moque de lui pour avoir utilisé une imitation de magie offensive générale, il le rabaisse, le réprimande et rejette la confiance de l'étudiant pour avoir même envisagé l'idée de devenir un mage d'attaque. Cependant, l'humble étudiant rappelle avec assurance à l'instructeur que la magie de guérison lui a permis d'étudier le corps humain avec une immense précision de cette manière. Il a pu comprendre que la plupart des humains retenaient leur force pour ne pas se tuer. Leurs propres corps ne peuvent pas supporter toute leur puissance. Et dépasser cette limite entraînerait la détérioration de leur corps. L'instructeur le prend comme une insulte parce que Will essaie de lui faire la leçon, agissant de haut, mais le point du jeune est en fait simple. Si quelqu'un peut retirer le limiteur du corps humain, il peut puiser une puissance énorme au prix de la rupture de son corps. Mais la bonne nouvelle pour Will, c'est qu'il est un guérisseur, alors il est sur le point de faire un Izuku Midoriya. Il est d'accord pour que ses bras finissent en miettes dans le processus. La détermination du jeune stupéfie l'instructeur. Alors qu'il s'approche calmement et avec assurance de son professeur, qui pense toujours que son armure ringarde n'aura aucun effet. Deku prépare son Texas Smash. Oh merde, mauvaise histoire encore. Son professeur hurle. Alors que Will anéantit son armure d'un coup de poing. Le gars non seulement brise l'armure, mais il laisse son visage plus amoché que celui de Jake Paul lors de son combat contre Anthony Joshua. Will rappelle au cher instructeur de ne pas décider du destin d'un étudiant. Et se sent réconforté en se souvenant à nouveau des conseils de Veronica. Elle est la seule raison de l'avoir aidé à débloquer une force aussi écrasante grâce à la magie de guérison qu'il possède déjà. Will sait qu'il peut devenir bien plus fort. Mais pendant qu'il est perdu dans ses pensées, l'instructeur se faufile et l'attaque avec une autre colonne de terre. Heureusement, il parvient à esquiver,
mais cela ne suffit pas à calmer la colère bouillonnante de cet homme. Will ne s'attendait pas à être pris par surprise par cette attaque, surtout qu'il avait déjà rempli la condition du test. L'instructeur débite d'autres conneries, affirmant qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer une telle chose, ce qui signifie que techniquement, un mage guérisseur ne l'a même jamais frappé. Il refuse de reconnaître sa défaite aux mains d'un guérisseur insignifiant. Et inonde notre jeune de nouveaux sorts de terre. Will commence à en avoir vraiment marre de l'approche absurde à la « je suis les règles » de ce Seto Kaiba, mais grâce au fait qu'il a déjà retiré ses limiteurs. Il peut se propulser à la vitesse d'une fusée et le dépasser à nouveau. L'instructeur n'a même pas pu percevoir l'avancée soudaine de Will alors que le jeune charge. Son poing lourd, prêt à le démolir une seconde fois. Même son armure ringarde ne se manifestera pas à temps pour le sauver de ce coup de massue. Mais alors le coup s'arrête juste avant de lui défoncer le visage. Le coup s'est arrêté, comme si le cours du temps lui-même n'existait plus. Le coup de poing de Will lui fracasse le visage, humiliant l'instructeur. Alors qu'il encaisse la douleur intense. Ce coup de poing minable et lent est pire que la dernière attaque. Cette fois, il ne peut même pas s'enfuir. Ni crier pour sauver sa vie. La scène est vraiment hilarante, car ce seul coup de poing occupe environ 50 cases. Finalement, Will déploie sa vraie force et envoie cet homme voler, le faisant s'écraser au sol. Pendant tout ce temps, le soigneur avait utilisé une autre de ses ruses. Il ramène l'instructeur à la réalité, expliquant qu'un seul instant s'était écoulé dans le monde réel. Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas comme son professeur qui n'explique rien du tout, et il partage correctement ce qui s'est passé. Quand Will a porté son coup de poing, il a activé un sort d'amélioration d'illusion. Ce sort est censé soigner les personnes au sens affaibli, comme la vue. Mais récemment, notre jeune homme l'a utilisé au combat pour augmenter sa vitesse et son temps de réaction. Il peut essentiellement l'activer contre un adversaire, hyperstimulant ses sens, leur faisant croire qu'une seconde dure en réalité 100 secondes. Cela rend l'attaque bien plus douloureuse, car elle est brutale et torturante. Finalement, Will affiche un joli petit sourire pour son professeur. Et pose une dernière question, demandant s'il peut valider son cours maintenant, avant même que l'instructeur snob ne réponde. Le gars lui attrape l'épaule d'un air menaçant, lui rappelant qu'il va effacer la moindre once de discrimination que le professeur a envers le soigneur. Le même soigneur inoffensif ressemble à un roi démon en ce moment et souligne que son seul but est de profiter de ses cours, ce qui signifie. Si ce type ou ses étudiants l'interrompent à nouveau, les choses tourneront très mal pour lui. Will conclut sa proposition avec un sourire éclatant, mettant fin à leur rencontre. Ce soir-là, l'instructeur est vu arpentant les lieux en panique, se demandant quel genre de monstre il avait rencontré. Il avait l'habitude de croire que chaque mage soigneur était faible comme pas possible. Et soumis aux ordres des mages de première ligne. Mais ce type est différent, il a des compétences de combat de haut niveau et une intention de tuer meurtrière. Par coïncidence, il tombe sur le pink blond qui est curieux de connaître le résultat de la séance d'entraînement. Ulpi ricane, croyant que cela s'était soldé par la mort de notre jeune homme, mais il est alors réduit au silence comme un chien. L'instructeur en a marre de ces jérémiades de fils à papa. Et exhorte le noble à ne pas s'impliquer contre Will. C'est pour le bien de tous, et c'était leur plus grande erreur. De croire que Will n'était qu'un simple mage soigneur. Olpi est surpris par ce conseil et évoque à nouveau la menace de son père. Mais cette fois, l'instructeur n'a pas peur. Il dit en gros au pink blond d'aller se plaindre à son papa autant qu'il veut, car en vérité, si Olpi avait toute cette influence, il aurait pu facilement éliminer le soigneur d'ici là. La famille Omen ne se plie pas aux ordres d'Ulpi, mais il est absolument certain que, s'il continue à jouer avec le nouveau venu, il les détruira pour de bon. Ulpi est furieux, incapable de croire que la situation est dégénérée dans cette direction. Après cette raclée phénoménale, quelques jours se sont écoulés. Le cours vient de se terminer. Will est tranquille, car il sent que le noble blond est maintenant prudent autour de lui. Il ne tente plus de coups bas, ni ne fait de commentaires. De cette façon, notre jeune homme peut enfin se concentrer sur ses cours. Pourtant, il est insatisfait de son état actuel des choses. Son objectif ultime est de renverser la réalité de la destruction de l'humanité dans le futur. La seule façon d'éviter un destin aussi sombre est de devenir plus fort. Bien sûr, sa magie de guérison l'aide avec l'amélioration corporelle. Mais il s'est limité à de simples attaques de force de base pour l'instant. L'amélioration sensorielle est aussi bonne pour les illusions. Mais ce n'est rien comparé au style de combat polyvalent de la magie offensive. Will comprend qu'il doit élaborer un tout nouveau style de combat. Pour rattraper son retard, il explique ce processus de pensée exact à la professeure adjointe Véronica, cherchant à nouveau ses conseils. L'approche de Will a besoin d'être affinée.
Mais Véronica a d'abord une autre chose à dire. Il hésite à entendre ce qu'elle va dire. Mais elle finit par le féliciter pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, grâce à ses contributions. Les professeurs n'ont cessé de parler du soigneur. Un mage soigneur tient tête aux meilleures classes de l'académie. Et ce n'est pas rien. Eh bien, d'autres professeurs semblent aussi haineux de ses progrès, ce qui est logique. Curieusement, Véronica n'a pas vraiment révélé à qui que ce soit quelle est la raison de ses progrès. Elle n'a jamais eu l'occasion de le mentionner parmi les professeurs non plus. Car les autres la déconsidèrent simplement pour être spéciale, même à leur rang. Notre jeune homme est soulagé. Car de cette façon, il n'aura pas d'ennui. C'est son conseil qui l'a mené si loin, et il ne voudrait pas qu'elle ait des ennuis. À cause de cela, la professeure ne s'en soucie pas et admet qu'en fait, elle lui est reconnaissante. Comme elle l'a dit auparavant, les mages soigneurs n'essaient même jamais de concrétiser leur théorie. Elle sort à nouveau son épée. Étrangement, elle aime beaucoup faire ça. Et défie notre jeune homme en duel. Will n'avait clairement pas anticipé ce mouvement de la part de Véronica, mais elle est vraiment curieuse de voir où il en est à son niveau. C'est le moyen le plus sûr de l'aider à devenir plus fort. Mais notre jeune homme n'est pas du tout prêt et panique terriblement. La femme épéiste souligne que l'ennemi n'attendra pas. Et fonce depuis sa position. Elle apparaît avec un bruit de tonnerre juste devant lui. Pour le trancher, quelque chose que Will parvient à dévier à la dernière seconde. Il peut à peine maintenir son arme face à ses lourdes attaques. Et elle continue de le submerger sous une rafale de coups d'épée. Malgré qu'il ait épuisé tous ses boosts et sa vitesse de réaction. Il ne peut même pas la suivre. Ce qu'il y a avec Véronica, c'est qu'elle est plus que rapide. Cette femme est la foudre incarnée. Son épée se déplace avec élégance d'un coup. À l'autre, ce qui signifie que dans une bataille d'endurance, c'est Will qui sera le premier à craquer, endurant les coups violents. Will comprend qu'il n'a qu'une seule chance. De l'impressionner avec sa vitesse défiant les limites. De cette façon, il la prendra par surprise, insufflant son énergie dans son talon. Notre jeune homme s'élance en crépitant avec une férocité tonitruante qui lui est propre. La professeure ne s'attendait pas à cette manœuvre, exactement comme il l'avait prédit. Juste au moment où la lame est sur le point de lui transpercer le visage, elle réagit à bout portant et contre-l'attaque en découpant littéralement son arme. Le combat est terminé, et même avec les meilleurs efforts de Will. Il n'est pas de taille face à l'habileté de la guerrière d'élite. Véronica affirme son enthousiasme. Elle ne croyait pas qu'il puisse lui faire un coup pareil. Ce qu'elle a utilisé était une épée magique. Pour le contrer. Tout ce temps, elle pensait qu'il était un mage guérisseur capable de manœuvres offensives, mais c'est différent. Les compétences de combat actuelles du garçon se classent près du sommet du classement. Mais où il ne trouve pas de satisfaction dans ses progrès. Comme toujours, elle soutient son ambition et sa détermination à devenir plus fort. Et comprend que l'amélioration n'est pas son objectif final. Will admet qu'il essaie de supprimer le limiteur de son corps. Mais cela ne suffira pas, comme prouvé aujourd'hui lors de leur combat. La professeure fait une autre analogie, affirmant que le but d'une épée va au-delà des simples balancements. Elle peut donner des coups d'estoc et être lancée, et la magie de guérison doit aussi avoir des applications similaires. Malheureusement, Will a réfléchi à des idées similaires, mais n'a rien trouvé. La magnifique épéiste explique que sa lacune est le manque d'expérience de combat réel. Il lui manque l'intuition. Pour comprendre ce que signifie vraiment se battre. Selon Véronica, l'expérience l'emporte sur la connaissance lorsqu'elle est appliquée correctement. Même lors de leur bataille actuelle. Will a remarqué une petite chose qu'elle a utilisée. Comprenant son conseil, Will demande s'il devrait mener plus de batailles simulées contre la professeure. Véronica apprécie cette approche. Mais lui recommande de participer à une mission d'entraînement de subjugation de monstres. Le garçon est stupéfait. Enfin, il aura une expérience de près d'une situation de combat à mort. Il a en fait participé à la même compétition à travers les 3 académies de Schwartz, Illic et Zilbern. Les 3 académies se vantent de styles offensifs, défensifs et d'épéistes. Leurs étudiants sont censés exécuter des requêtes de subjugation à l'Académie Eilish. Le garçon n'a pas participé à la mission elle-même. Mais cette fois, il a l'opportunité d'éliminer des monstres cauchemardesques et d'acquérir de l'expérience face à la destruction à venir. Will renforce sa détermination pour sa toute première mission de subjugation. Véronica le regarde avec intérêt, lui rappelant les conditions de participation. Le garçon doit prouver ses capacités lors de l'examen de sélection. Et il y a une rumeur d'un prodige parmi les premières années. Le nouvel objectif de Will est d'obtenir la première place lors du processus de sélection face à ses camarades de classe. Il demande les détails de l'examen de sélection.
Le critère simple est que les candidats s'affronteront. 100 personnes se portent généralement volontaires et démontrent leurs compétences, sélectionnant les meilleurs des meilleurs. Même notre garçon commence à en avoir assez de l'accent constant de l'école sur le combat. À l'académie de Guérison et Long, quelques volontaires se sont levés pour se joindre, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait participer à la mission. Mais c'est un format différent à l'Académie Schwartz, qui se vante d'un processus de sélection, où il se remémore les doux souvenirs de l'Académie de Guérison, se demandant comment son ancien maître se porte en ce moment. Véronica revient à parler de l'étudiant prodige dont le niveau de compétence dépasse de loin celui de certains instructeurs. Cela signifie que Will n'obtiendra pas facilement cette première place, ce qui le fait se demander si la professeure assistante a personnellement rencontré cet étudiant. Malheureusement, elle n'a jamais eu la chance de rencontrer ce type, car il aime éviter les professeurs, agissant comme s'il était bien meilleur qu'eux. Il ne vient même pas lui poser de questions. Mais c'est sans compter le fait qu'elle est intimidante de toute façon. Véronica promet à Will qu'elle l'aidera pour son entraînement en vue de l'examen. Quelque chose qui égaie son humeur, car elle est sa seule chance de s'améliorer. Nous avançons rapidement jusqu'au jour de l'examen de sélection. Will entre dans l'arène, soulignant que le temps a passé vite. Depuis, il se sent plus confiant que jamais, ayant terminé toutes ses préparations. Alors qu'il se mêle à la foule, une certaine voix l'appelle. C'est le président de l'Alliance des Académies de Magie, Arnhelm. Le directeur est heureux de rapporter que sa petite fille a été en constante récupération depuis qu'il a guéri. Le président s'excuse même de ne pas avoir pris soin du garçon, même après qu'il ait sauvé la vie de sa petite fille. Will explique que, bien qu'il ait eu du mal avec les défis de l'académie au début, il s'est complètement intégré maintenant sans aucun problème. En fait, il est même déterminé à obtenir la première place à l'examen de sélection, un objectif noble qui impressionne le président. Interrompant leur conversation arrive le trouble-fête, un instructeur qui démolit les paroles de Will en les qualifiant de blagues. Il pense que ce gringalet sous-estime grandement sa classe. Et d'ailleurs, Bod est aussi le superviseur de l'entraînement sur le terrain pour l'événement. Fait intéressant, Will a rencontré ce type dans sa vie antérieure. Bod était appelé l'éclair violet, connu pour ses incroyables résultats de classe héroïque lors de la Grande Guerre. Malheureusement, ces deux-là ne se sont jamais bien entendus. Et même maintenant, ça se reproduit. Le même mage macho et sombre intimide le guérisseur en soulignant que le monde est plein de génies du combat. L'entraînement n'est qu'un caillou en comparaison. Il dénigre ouvertement Will en face, déclarant que le gamin n'a aucune chance de gagner en tant que guérisseur. Le garçon ne répond pas. Tandis que le président recommande qu'ils règlent leur dispute pendant l'examen, et non avant, l'instructeur ronchonne qu'il ne fait qu'éduquer le gamin. Et souligne que le véritable vainqueur de cet examen sera un sérieux candidat de sa classe. Ce jeune homme est carrément un personnage copié-collé de Genshin Impact. Darius Bluenote est le prodige que tout le monde salue avec de grandes attentes. Et aussi le même homme que notre garçon est destiné à affronter pour la première place à l'examen de sélection. La compétition est féroce. Et le président est excité de les voir se défier du regard. Sans perdre de temps, les candidats entrent dans l'arène des concurrents, entourés d'une foule en liesse. Cherchant un match épique. Will et Erika sont au deuxième rang. À l'avant, le guérisseur exprimant son choc de l'avoir participé. Malheureusement, elle doit participer, sinon elle perdra ses privilèges d'allocation à l'académie. Même Ulpi observe notre garçon de loin. Tandis que le président félicite officiellement les candidats d'être arrivés jusqu'ici et espère que les meilleurs mages gagneront. Le premier tour sera un tour préliminaire, qui éliminera la plupart des candidats, ne laissant que les meilleurs pour la sélection proprement dite. Cela signifie qu'ils vont tous se battre les uns contre les autres. En même temps, 100 étudiants les uns contre les autres. L'espace est bien trop exigu pour leur combat. Mais pas d'inquiétude. Car le président utilise son extension de domaine personnel pour les projeter dans une dimension entièrement différente. Les étudiants ne peuvent même pas comprendre où ils ont été transportés, tandis que le vieil homme se tient au bord de l'espace lui-même, les dispersant à différents endroits. Où il est transporté dans une forêt juste derrière l'académie. Tous les étudiants sont également transportés. Le directeur annonce qu'ils ont tous été placés à des endroits aléatoires. Le but est de coopérer intelligemment et d'éviter de se faire déborder par les adversaires. Toutes les positions de départ sont basées sur la chance. Will est là, bouche bée devant l'incroyable compétence de téléportation du président, car ce vieux schnock les a tous téléportés en même temps. Ainsi commence l'examen d'entraînement sur le terrain. Avant toute chose, notre héros saute sur une branche avant d'activer le sort de dissimulation de présence. De cette façon, il masquera sa présence et se faufilera discrètement,
jouant la prudence autour des autres concurrents. Quand il regarde en arrière, il trouve en fait 3 étudiants qui s'affrontent. L'un d'eux utilise un puissant golem de terre qui pourrait, honnêtement, passer pour un Pokémon. Tandis que cette autre fille a un énorme marteau de fée. Les deux sont tellement occupées à s'affronter qu'elles en oublient le 3e assaillant. Une femme qui les fige sur place. Will est impressionné de voir l'étendue des compétences que possèdent les autres mages d'attaque. Et il pense qu'il peut apprendre beaucoup d'eux, au-delà de sa simple envie de la première place. Il aime ce qu'il vient de voir et a l'intention de le retravailler pour son propre arsenal de compétences. Le combat est terminé. Et le dernier homme debout est le type au golem. Ils sont là à célébrer leur victoire dans un combat épique. Pendant ce temps, notre héros arrive et les prend par surprise. Will lui attrape la tête et active le blocage de conscience, l'assommant immédiatement. Pensez-y comme une version miniature du domaine de l'infini de Gojo. Encore une fois, avec cette capacité, Will est capable de manipuler la force vitale de son adversaire et de le forcer à perdre connaissance. Mais il est nécessaire que sa prise soit ferme, sinon la technique ne fonctionnera pas correctement. C'est une technique qu'il a empruntée à Veronica lors de leur séance d'entraînement. Perdu dans ses pensées, Will remarque à peine une attaque venant vers lui. Il esquive une volée de courtes dagues. Et se souvient immédiatement que c'est encore ce même crétin. Cette fois, le gamin a aussi ramené ses amis. Ulpi croit qu'il essaie juste de réussir cet examen comme n'importe quel autre étudiant. Mais il a l'avantage numérique dans cette situation de 3 contre 1. Ici, Ulpi active la magie de création de l'âme. L'un d'eux enduit ses dagues de poison. Le dernier utilise la magie des clones d'ombre pour les multiplier encore plus. Avec ses lames empoisonnées, même une simple éraflure pourrait entraîner la perte de notre héros. Bloquer est absolument hors de question. Des dizaines de lames jaillissent vers Will, le traquant à mesure qu'elle s'approche. Il envisage l'idée de soigner le poison avec la magie de soin. Gérer autant de ces dagues, même avec l'amélioration corporelle, semble être une vraie galère. Acculé, il décide de sortir une toute nouvelle technique. Une barricade soudaine apparaît devant lui, protégeant Will des couteaux. Ulpi est stupéfait en observant. Le même golem de roche servant maintenant un nouveau maître. L'astuce géniale de la magie de soin est qu'elle peut être déployée sur d'autres créatures vivantes. Le golem de roche ici est capable de se déplacer seul en utilisant le sang du lanceur de sorts, même s'il est incapable de mouvements complexes. Le guérisseur peut facilement le manipuler en utilisant son sort appelé imprégnation de pseudo-vie. Le golem charge le trio skin Diana Bones. D'abord, notre garnement frappe la poitrine d'un des types. Puis il s'assoit sur un autre gars, lui causant probablement des douleurs dorsales permanentes. Les deux étant hors de combat, Ulpi est en panique. Il est fichu. Parce que notre héros le foudroie comme Minato Namikaze, lui attrapant le visage et le mettant KO. Le combat est terminé. Alors Will retourne en mode furtif, son golem prenant l'initiative sur le champ de bataille. Puisque ses techniques d'amélioration le limitent en combat rapproché, sa meilleure option est d'utiliser un golem pour compenser une faiblesse flagrante. On peut aussi observer tout le monde en toute sécurité comme ça. Soudain, une gigantesque tornade attire son attention. C'est comme si une catastrophe naturelle avait frappé la forêt. Mais non, cette spirale de vent est une véritable vague Kamehameha, une à laquelle notre héros parvient à peine à échapper. L'attaque cicatrice littéralement la terre, anéantissant le golem. Ainsi que le reste des étudiants. Abattant même tous les arbres de la zone restante. Au loin, où il aperçoit un homme, c'est Sirius, l'étudiant prodigieux. Et je ne plaisante même pas, frérot, il a plus l'air d'un personnage principal que le gars qu'on a. Ses capacités sont terrifiantes au premier coup d'œil. Will se demande s'il doit utiliser une technique pour le combattre, mais soudain, le match est brusquement interrompu. Le directeur félicite chaque candidat pour leurs efforts. En incluant le tour préliminaire, seuls 4 concurrents restants passeront à la phase suivante. La vraie compétition aura lieu dans l'arène. Alors, d'ici là, le président conseille aux étudiants de se reposer tandis qu'il active la magie de transfert. Pendant que la magie de transfert est en cours, Sirius, l'homme très sérieux, jette un regard grave et sérieux à notre sérieux protagoniste. Will doit trouver la volonté de battre ce gars en un jour. Tous deux disparaissent après cela. De retour à la maison, notre intello est occupé à faire ses devoirs, réfléchissant à une stratégie pour l'examen. Juste devant sa chambre, Ulpi et sa bande de losers sont de nouveau arrivés. Ils sont déjà énervés de se faire donner 50 LS à chaque fois qu'ils défient le guérisseur. Mais Ulpi est un mauvais perdant, un crétin. Il se soucie de la fierté de sa noble famille. Et veut maintenir l'honneur de la famille Oman face à un humble guérisseur. Ce qui l'inquiète le plus,
c'est que son père découvre toute la situation. Pourtant, ses amis n'ont tout simplement pas le cœur de le suivre. Ils le lâchent et le laissent gérer son propre problème. Ulpi panique et finit par bouillir de colère, déclarant qu'il a un moyen de se débarrasser du guérisseur, même sans utiliser de magie. Pendant ce temps, notre héros se détend dans sa chambre. Soudain, Will entend frapper à une heure étrange. Il se lève pour ouvrir la porte et presse déjà un mauvais présage. Évidemment, c'est Ulpi à la porte, qui sort son numéro de noble ringard et le salue chaleureusement. Will est méfiant et ne croit pas à ses talents d'acteur. Mais le noble doré est juste là pour discuter. Il exprime sa haine pure envers les guérisseurs, expliquant comment il a fait un tas de choses pour éliminer Will de l'académie. Évidemment, notre héros a sorti un Uno inversé dans chaque situation et l'a déjoué coup sur coup. Mais maintenant, Ulpi est venu avec un message personnel. Son masque de politesse tombe, alors qu'il ordonne aux gamins de quitter l'académie. Eh bien, tant pis pour cette piètre performance d'acteur. Will commence sincèrement à respecter le jeu de haine de cet homme, comme s'il ne pouvait pas le laisser tranquille pour une fois. Ulpi se vante d'être un membre respectable d'une noble famille, et n'aime pas les soigneurs qui restent à ne rien faire. Même son frère aîné était faible en tant que soigneur, les gens se moquaient de lui et il ne faisait que sourire devant eux. Les mages offensifs sont fiers, et les soigneurs ordinaires sont pitoyablement pathétiques. C'est la sombre réalité de la plupart des enseignements des familles nobles, un système tortueux. Ulpi insiste pour que Will parte grâce au pouvoir de la discussion. No jutsu, mais Will ne va vraiment pas dire « Oui, merci mon pote, laisse-moi démissionner ». Alors il le rejette. Le noble s'était préparé à cela, et souligne qu'il connaît la famille de Will grâce à ses serviteurs et ses relations dans le monde extérieur. Le noble a découvert que Will a une sœur. Tous deux partagent un lien adorable. D'un simple ordre, ses serviteurs pourraient facilement s'en prendre à la sœur du garçon. S'ils le voulaient. La scène devient maintenant beaucoup plus intense. Le comportement habituellement distant de Will disparaît et fonce droit sur le cou de ce type avant de le gifler violemment au sol. Ensuite, il se place derrière lui et lui tire le bras, dans une position où il pourrait facilement se briser. Will rappelle au cher noble qu'il a déjà pris sa décision. Et malgré les jérémiades d'Ulpi, son bras craque, le laissant en un état gémissant. Le noble est toujours obsédé par la vengeance, déclarant que l'académie ne lui pardonnera pas d'avoir cassé son bras. Mais voici l'astuce géniale. Le gars a oublié que Will est en fait un soigneur. Tout va bien à nouveau, ce qui signifie aussi qu'il peut joyeusement être brisé encore et encore. Crack. Une deuxième fois, laissant Ulpi dévasté par une douleur traumatisante et rugissante. Will le soigne à nouveau, et ce jeu continue. Le noble supplie encore, mais ça se brise de nouveau quand même. Le cycle de la destruction et de la guérison continue avec Will, déclarant avec espièglerie qu'il s'en tient fermement à sa décision. Menacer sa sœur est une limite que ce minable n'aurait jamais dû franchir. Crac, crac et crac. Une destruction de bras implacable. Jusqu'à ce que l'esprit d'Ulpi soit tourmenté et brisé. Il comprend maintenant que ce gamin n'est pas un soigneur, mais Satan moderne en personne. Tout comme la leçon de réalité que l'instructeur a reçue, le noble comprend douloureusement qu'il ne peut plus se moquer de lui. Cette nuit-là, Will renvoie le noble avec de joyeuses salutations. Comme si rien ne s'était passé, notre jeune héros ne ressent pas la moindre once de regret. Il ressent même de la joie avant de dormir. Le lendemain, le tournoi principal est en cours. Les gens dans l'arène attendent ce match avec un vif intérêt. Les 4 qui ont passé le premier tour sont censés s'affronter. L'une d'entre elles est Erika elle-même. Quelqu'un qui a dépassé les attentes de Will. Apparemment, elle s'est simplement enfermée derrière des murs de feu, intimidant tous les autres, les empêchant d'oser l'approcher. En bref, cette fille n'a même pas bougé et a gagné par forfait. Mais quelque chose ne va pas où il ne pense pas que ce soit toute l'histoire. Elle lui demande d'y aller doucement avec elle. Mais cet homme n'est pas un simp et compte tout donner. Erika exprime qu'elle visera une évaluation bien plus élevée après l'avoir battu. Et ainsi commence leur affrontement épique. Sa première attaque prend la forme d'une boule de feu brûlante. Will conteste cette attaque de feu en la bloquant de front. C'est un simple sort de feu, rien de spécial. Même sa magie de guérison peut facilement régénérer n'importe quelle blessure sans problème. Ce simple mouvement lui fait sous-estimer Erika. Jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de vraiment grave. Ce même sort qui l'a frappé est plus qu'une simple attaque, c'est un piège. Erika continue son assaut, lançant des boules de feu coup sur coup. Mais ce qui est spécial avec ces flammes, c'est qu'elles ne s'éteignent pas du tout.
Cette femme a appris Amaterasu d'Itachi et a copié tout son style. Malgré sa faible puissance de feu, la durée est anormale. Même s'il maintient une récupération active, les dégâts répétés vont lui faire du mal. Cette observation était déjà valable la dernière fois aussi, quand il lui avait demandé d'utiliser sa flamme pour tricher à l'examen de magie offensive de base. Cela montre aussi pourquoi elle était inapprochable par les autres concurrents, utilisant ses murs de feu. Parce que les flammes ne s'éteignaient littéralement pas. Les flammes d'Erika sont une représentation de son entêtement. Et son exposition soudaine de compétences attire l'attention de la foule. Pour être honnête, ils la soutiennent juste parce qu'ils veulent voir notre jeune héros perdre. Un air d'arrogance la submerge, la réalisation qu'elle peut passer les deux préliminaires. Et même éliminer quelqu'un d'aussi puissant que Will. En formulant sa contre-attaque, notre jeune héros éteint nonchalamment les flammes. Après avoir doublé sa production de guérison, elle répète le même mouvement. Will est prêt cette fois, sachant que ses flammes ne s'éteindront pas. Il les attrape intentionnellement, augmentant plutôt son attaque personnelle. C'est une utilisation géniale de l'IQ de combat. Car maintenant le soigneur a des points de feu qui l'aident dans ses frappes offensives. Erika est sur le point de se faire balayer quand elle lève soudainement les mains. Et abandonne le match. Heureusement, elle s'en sort indemne. L'annonceur déclare notre jeune héros vainqueur du match. Malheureusement, ses statistiques d'évaluation ne changeront pas beaucoup, même après le match. La même foule qui soutenait Erika plus tôt se retourne maintenant contre elle, la traitant de fraude pour une mage offensive. La pauvre fille a été un soutien toute sa vie. Et s'effondre sous le poids des attentes. Mais son cher ami l'aide à se relever, soulignant à quel point elle a bien combattu. Il guérit même ses blessures, gagnant son affection. Cette douce petite romance est démolie. Quand le professeur Bod monte sur scène, déclarant que c'est la fin. Pointant du doigt le soigneur, il considère sincèrement Will comme une ordure. Et il est furieux qu'une mage offensive ait abandonné face à quelqu'un comme ça. Ces mots effraient la pauvre Erika, laissant Will se demander si c'est un comportement approprié de la part d'un instructeur. Le superviseur se vante de sa position, soulignant que son rôle est de dire la vérité telle qu'elle est, quelque chose qu'il juge encourageant. Mais en partant, il confirme à notre jeune héros qu'il n'y aura qu'un seul candidat retenu du tournoi. L'homme en question s'approche du soigneur. C'est Sirius. Tous deux partagent une brève interaction. Sirius ne prend même pas la peine de le regarder en parlant. C'est un fervent croyant en la force. Et est d'accord avec la vision du monde de l'instructeur Bod. Le guérisseur n'y voit pas d'inconvénient, sauf que le prodige a une dernière chose à avouer. Il reconnaît sincèrement la force du guérisseur. Mais en même temps, Sirius compte bien prouver que sa propre philosophie est juste en le battant lors de leur match. Examinons de plus près les talents du prodige. Will se souvient d'avoir entendu son nom dans sa vie passée. Un gars avec un niveau de magie offensive démentiel, quelqu'un dont les vents sont si puissants que rien ni personne ne peut lui barrer la route. À moins d'être réduit en cendres. Le match final entre Sirius et Will est sur le point de commencer. À première vue, notre héros comprend qu'il n'obtiendra la reconnaissance de l'Académie que s'il bat le prodige ici. Son objectif est donc de gagner. Le match final débute avec Sirius libérant une tornade dévastatrice depuis l'endroit où il se trouve. L'attaque occupe trop d'espace, forçant Will à esquiver prudemment. Ripostant avec sa propre vitesse défiant les limites, Will se propulse à une vitesse fulgurante, s'approchant du prodige avec tout ce qu'il a. Mais avant qu'il ne puisse réduire la distance, Sirius déchaîne une attaque de vent massive, le maintenant à distance. C'est un problème pour le guérisseur. Il ne peut pas porter un coup sérieux sans s'approcher. Les deux forces de la nature continuent leur confrontation. Sirius et Will se font face. Tandis que Sirius remarque sa vitesse, il lève la main pour attaquer. Et lance une rafale de vent intense dirigée vers son adversaire. Notre héros réalise que la tornade d'avant n'était rien comparée à ce vent, qui parvient à balayer toute la zone. Il lutte pour rester debout, mais il est maintenant temps de faire ses débuts. Il pose sa main sur le sol et commence à faire pousser un arbre gigantesque. Tandis qu'Erika, dans la foule, est stupéfaite par la capacité de la magie de guérison. Sachant qu'il a été renforcé il y a un moment, notre héros a montré cette compétence au professeur Veronica. Et a expliqué qu'il avait infusé de l'énergie vitale dans la plante, ce qui l'avait aidé à pousser rapidement. Il avait appris auparavant l'existence d'une magie d'attaque capable de manipuler les plantes et avait décidé de l'essayer avec cette compétence. Il voulait adapter ses tactiques en conséquence. Soudain, il commence à tomber au sol et le professeur Veronica le maintient debout. Il est surpris par l'épuisement soudain de son mana. Car le livre ne précisait pas que cela pouvait être une technique aussi majeure. Veronica décode le mystère, expliquant que détruire est plus facile que guérir.
car la guérison consomme bien plus de mana que la magie d'attaque, et reproduire la magie d'attaque en utilisant la magie de guérison est probablement l'utilisation la plus inefficace du mana. Connaissant les conséquences de cette compétence, il prévoit de la garder pour les moments où elle pourra être correctement utilisée. Revenant au présent, notre héros utilise cette compétence sur le champ de bataille. Puisque sa magie d'attaque n'a pas beaucoup d'efficacité, il décide donc de compter sur cette technique. Quand l'arbre a fini de pousser, Sirius parvient à l'abattre avec une attaque de lame de vent. Cela déconcerte notre héros. Car la magie de Sirius consiste en des tornades qui peuvent engloutir les ennemis et des tempêtes qui peuvent balayer une vaste zone. Ces lames de vent sont destinées aux objets solides. Tandis que la tornade s'occupe de quiconque l'approche en se centrant autour de lui, Will réalise que Sirius est appelé le candidat numéro 1 pour une raison. Mais il a aussi cherché à se renforcer en utilisant cette magie et bondit en direction de Sirius. Instantanément, l'adversaire forme une tornade autour de lui et le rabaisse en disant qu'il ne peut pas l'atteindre quoi qu'il fasse. Et il n'avait sûrement pas tort. Dès que notre héros frappe la tornade, il est projeté au loin. Sirius sourit. Mais soudain, il réalise que quelque chose ne va pas du tout. Il regarde son épaule et voit qu'elle est transpercée par un morceau de bois. La confusion est visible sur son visage. Alors qu'il exige une explication. Will révèle avec assurance sa tactique. Il savait que Sirius ne pouvait pas protéger le sol sous lui, alors la plante souterraine a envoyé ses racines dans toutes les directions. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec une épaule transpercée. Le protagoniste se demande s'il s'inquiète pour le professeur Bod, car leurs personnalités sont radicalement différentes l'une de l'autre, tandis que Sirius gémit de douleur. Sirius clarifie que le professeur l'instruit parce qu'il est fort. Notre héros lui pose d'autres questions, sachant qu'il vient d'une famille bien connue. Sirius révèle la vérité sur sa famille. La capacité magique compte avant tout. La personne la plus forte devient le chef de famille, aucun autre facteur comme le genre ou l'âge n'importe. Cela a créé des ennemis au sein de la famille, tous luttant pour le pouvoir, et son propre père refuse de l'enseigner. Pour Sirius, écouter le professeur est le seul moyen pour lui de vraiment gagner du pouvoir. Et de la force. Puis il rassemble à nouveau toute son énergie magique, ce qui surprend toute la foule. Y compris notre protagoniste. Un dragon est formé à partir de la puissance magique. Et Sirius déclare qu'ils vont régler ça maintenant. Le dragon vise notre héros, lui faisant réaliser que ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y a un moment où il pensait que les mages avec de la magie offensive avaient la tâche plus facile, ce qui lui donnait envie de s'entraîner plus intensément. Mais tout ce temps, il s'était trompé. Il lui est apparu que le talent n'est pas la seule chose qui détermine la supériorité. Des choses comme la lignée, le talent et le passé jouent tous leur rôle. Tout cela le pousse à déclarer à Sirius qu'il veut le battre dans ce combat. Sirius est déconcerté par cette annonce soudaine. Will pose sa main au sol, se préparant à utiliser sa graine spéciale. Et commence à faire pousser un arbre une fois de plus, nommé Yggdrasil. La plante pousse rapidement, consommant bien plus de mana que les autres plantes. Cependant, l'avantage est qu'elle continuera de croître. Tant que notre héros continue d'y verser du mana. Sirius attaque avec une lame de vent, qui parvient à couper l'arbre en deux à nouveau, l'envoyant voler dans le ciel. Mais quand il lève les yeux, la seule branche qui volait est devenue un arbre massif et elle se dirige droit vers lui. Pendant ce temps, Will suppose que, puisque la magie de Sirius est déjà utilisée pour maintenir le dragon devant, il n'aura pas assez de temps pour se défendre. La supposition s'avère vraie et l'arbre s'écrase sur Sirius. En levant les yeux, il voit Will debout avec un couteau pointé vers lui. En y réfléchissant, il réalise qu'il a perdu. Will est annoncé comme le vainqueur. La foule applaudit, car il ne s'attendait pas à ce que Sirius perde. Et il parle de la force que possède le protagoniste. Puis le héros lui tend la main. Pour aider Sirius à se relever, louant sa force. Mais Sirius semble vaincu. Notre héros essaie de le rassurer, admettant que c'était un bon match. Soudain, le professeur Bad entre. Clairement déçu par Sirius. Malgré sa force, il dégage l'arbre de son chemin et le soulève par la taille. Il l'emmène, furieux que Sirius l'ait déçu, déclarant que son entraînement recommencera de zéro. Toute la foule se tait, sachant à quel point cela sonne brutalement. Bod se tourne vers la foule, hurlant que c'était destiné à tout le monde. Furieux, il n'arrive pas à se résoudre. Point à croire qu'un simple guérisseur ait remporté la première place. Will réalise que la crise de colère de Bod dégénère. Il commence à défendre Sirius, disant que sa force était plutôt bonne. Et que perdre ne signifie en aucun cas qu'il est faible. Alors qu'il s'apprête à défendre davantage son adversaire, Bod le fait taire avec colère. Puis Bod commence à marcher vers notre héros, se moquant de ses déclarations défensives en faveur de Sirius.
Il jette Sirius de côté et traite notre garçon de stupide, disant que dans un match, seule la force peut donner des résultats optimaux. Submergé par ses émotions, il déclare que perdre ne rend pas meilleur qu'un déchet. Will est troublé par Bod, qui parle si durement de son propre disciple. Il commence à argumenter que le fait d'être un guérisseur ne donne pas à Bod le droit de dire ce qu'il veut. Les yeux de Bod s'enflamment de fureur, alors qu'il essaie de démoraliser notre héros, disant qu'il sera bientôt relégué du côté des faibles. Parce qu'être un guérisseur a peu de valeur. Il le nargue davantage en soulignant l'épuisement drastique de ses niveaux de mana, ce qui surprend notre garçon. Bod ajoute que les faibles sont des parasites qui font tuer les plus forts. Être traité de boulet plonge notre garçon dans un flashback de son passé, où il était maltraité par Bod pour ne pas être assez fort. Même à l'époque, il essayait de se défendre, insistant sur le fait que les guérisseurs soutiennent les autres avec leur magie. Hurlant, il essayait de prouver que le monde a besoin de guérisseurs pour maintenir l'équilibre. Ou bien l'humanité périra. Bod le laisse partir et se souvient comment son disciple se tenait autrefois sur les lignes de front, pour faire gagner du temps à l'arrière-garde pour s'échapper, seulement pour être anéanti par de faibles monstres au point d'évasion. Son disciple est mort sans nulle part où aller. Et Bod regardait impuissant, sachant qu'il ne pouvait pas le soigner. Il serre le poing et hurle que Sirius ne devrait pas mourir pour des minables comme ça. D'un point de vue pratique, le professeur n'a pas entièrement tort. Si tu es faible, tu mourras à la fin, quoi qu'il arrive, et les gens doivent s'entraîner pour survivre. Pourtant, un temps viendra où les monstres deviendront plus violents. Et quand cela arrivera, les forts ne pourront pas se permettre d'être égoïstes pour de tels moments. Les gens sans talent doivent aussi savoir se battre. De retour au présent, notre héros défie le professeur en duel, espérant que cela le fera le reconnaître. Bod ricane et accepte le défi, confiant qu'un simple guérisseur ne pourrait en aucun cas gagner contre lui. En entendant cela, l'arbitre panique et demande si Bod est vraiment sérieux à propos du défi. Bod plie fièrement les règles à sa guise. Sans issue, l'arbitre emporte Sirius. Un match spécial, Will contre Bod, est annoncé et quelques instants plus tard, le match commence. Bod fait craquer ses doigts, se vantant qu'il va montrer à quel point notre garçon est vraiment faible avec la quantité de mana qui lui reste. Will est inquiet d'affronter l'adversaire le plus fort, qu'il est affronté depuis longtemps. Il commence à planifier soigneusement, parce que ce n'est pas un duel normal. Alors qu'il est sur le point de commencer, Bod hurle à quel point notre héros est lent, et déchaîne son attaque. L'étincelle de la magie est suffisante pour illuminer tout le sol. Il se vante ensuite de lui enseigner les 3 raisons pour lesquelles il est destiné à gagner. Une grande quantité de mana irradie alors qu'il donne la première raison. L'avantage de la distance pour supprimer l'ennemi. La deuxième raison est la vitesse, qui les empêche d'agir. La troisième raison est le pouvoir de les achever en un seul coup. Alors que Bod est sur le point de continuer, il se moque en disant que le protagoniste pourrait ne pas l'entendre en ce moment. Notre héros se relève une fois de plus, demandant où est le pouvoir qui achève en un seul coup. Bien qu'il soit visiblement blessé, notre garçon tient toujours debout, sachant que le professeur possède une magie de foudre unique. Pour se sauver des dégâts électriques, il doit d'une manière ou d'une autre éviter un coup direct à l'intérieur de son corps. Il est conscient que ses compétences seront inutiles si son cerveau ou son cœur sont touchés. Comme sa magie de guérison ne serait pas assez rapide pour cette raison spécifique, il a créé un circuit sanguin qui pourrait facilement conduire l'électricité. Il s'est percé la main avec son couteau. Ainsi, lorsque l'électricité frappe la lame, elle passe à travers son bras et ses jambes et est transmise dans le sol, minimisant les dégâts qu'il reçoit. Même ainsi, endurer des attaques électriques est extrêmement difficile. Maintenant, il est temps pour notre garçon de lancer une contre-attaque. Bod le minimise en disant qu'il a pitié de lui, sachant qu'il a à peine réussi à endurer l'attaque. Will commence alors à améliorer son corps physiquement grâce à la magie, mais réalise soudain qu'il ne peut pas insuffler de force dans son corps. Bod révèle que sa foudre violette paralyse sa victime, la rendant incapable de bouger. Will réalise qu'il pourrait être en grave difficulté. Élève à nouveau la main alors qu'une autre attaque vient vers lui. Égoïstement, Bod veut continuer à utiliser le mana qui lui reste pour voir combien de coups le protagoniste peut endurer. Bod libère son attaque, plongeant la foule dans le choc. Tandis que notre garçon continue de l'endurer, sachant que le professeur possède vraiment une magie unique, forte et sans faille, ce qui alimente son arrogance. Mais le protagoniste refuse d'abandonner. Il décide qu'il va gagner, mettant chaque once de son mana et de son endurance restant dans la manipulation. Il claque sa main sur le sol et commence immédiatement à faire pousser un arbre trésor d'eau. Cet arbre a la capacité d'absorber de vastes quantités d'eau du sol.
et de la stocker. Ainsi, si utilisée comme barrière, l'électricité sera facilement dispersée. Cependant, le destin a d'autres plans. Bod parvient à abattre l'arbre avec son attaque électrique, plongeant la foule dans le choc. Notre garçon est sans voix alors que Bod commence à marcher vers lui, croyant que le protagoniste n'a plus rien. Mais alors que Bod regarde l'arbre tomber, il voit des champignons commencer à pousser rapidement, ce qui le choque vraiment. Notre garçon ressent un léger soulagement. Sa technique a fonctionné. Car les champignons poussent rapidement après un coup de foudre. Quand une forêt est transformée en terre désolée par la foudre, cela crée une opportunité de croissance sans ennemi. Et les champignons sont parmi les premiers à apparaître. Mais ce n'est pas le seul avantage qu'ils apportent. Ils provoquent aussi la paralysie du corps, et Bod en fait l'expérience directe. Il panique, et notre héros saisit l'occasion. Sachant que la distance avantageuse avec son adversaire a enfin disparu, il charge son poing et le lance droit sur Bod. Mais Bod parvient à l'esquiver et frappe notre héros en plein ventre. Il révèle ainsi qu'il est lui aussi un expert au Corax en Gravecore. Et que sa magie unique lui permet de manipuler l'électricité. Il ajoute que s'il renforce son corps avec de l'électricité pour accélérer ses mouvements. Cette ruse paralysante ne serait rien en comparaison. Au sol, se tenant la poitrine, Will. Est incapable d'accepter qu'il puisse ne pas gagner. Fièrement, Bod charge son poing, se déclarant vainqueur du duel. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, quelqu'un l'arrête. Se retournant, il voit la professeure Veronica, son épée dégainée. Il essaie de la repousser, disant qu'elle ne devrait pas s'immiscer, n'étant qu'une débutante. Notre jeune homme frissonne. Pourtant, une lueur d'espoir naît quand il voit Veronica. Elle soutient que le résultat du match est clair et que frapper davantage le garçon ne ferait que causer une douleur inutile. Bod essaie de se justifier. Affirmant que Will est un guérisseur et qu'il peut simplement se soigner. Veronica défend notre héros, déclarant qu'il n'a plus de pouvoir magique. Car il a tout donné dans les duels qu'il vient de livrer. En colère, Bod tente d'attaquer à nouveau, pensant que Veronica manque simplement de courage. Pour aller jusqu'au bout. Veronica charge immédiatement son épée et les deux bondissent l'un vers l'autre pour frapper. Soudain, le directeur apparaît. Mettant fin à la querelle, il se place entre eux, empêchant Bod d'avancer. Et s'excuse auprès de Veronica de ne pas avoir expliqué la situation plus tôt. Il annonce la fin de l'examen de sélection et ordonne à tous de quitter les lieux. Alors que les étudiants commencent à se disperser, notre héros essaie de se soigner. Mais échoue, ayant complètement épuisé son mana. Veronica soulève Will dans ses bras, l'assurant qu'il a bien performé. Elle l'exhorte à se reposer et à ne pas dépasser ses limites. Mais ces assurances ne lui suffisent pas. Le lendemain, il marche dans l'école, en réfléchissant à la différence de pouvoir. Cela le sidère toujours de voir comment l'humanité a pu cesser d'exister, même avec des gens aussi forts. Et il se résout à acquérir de plus en plus de force. Will entre dans la pièce. Et le directeur est ravi de le voir. Remarquant que ses blessures ont considérablement guéri, notre héros explique qu'une fois son mana revenu. La guérison a été presque instantanée. Le directeur suppose que Will n'aura aucun problème avec l'entraînement sur le terrain, ce qui surprend le protagoniste. Il continue ensuite en expliquant que puisque Will a obtenu la première place à la sélection, il a réussi. Sirius et Erika ont également réussi. Will exige une explication. Car Bod avait précédemment déclaré que tout le monde avait échoué. Le directeur explique que cela se produit chaque année pour faire croire aux étudiants qu'ils sont en crise, faisant ressortir leur sérieux. Bien que certains soient finalement admis, puisque l'entraînement sur le terrain comporte de grands dangers, Bod a dû jouer un rôle en tant que professeur. Et bien que dur, cela a servi son but. Dans sa vie précédente, Bod était constamment en première ligne pour l'humanité et était l'un des héros qui ont tenté de sauver l'humanité de l'extinction. Le directeur exhorte ensuite le protagoniste à former une équipe avec des étudiants d'autres écoles tentant qu'attaquants, afin qu'ils puissent accepter de véritables requêtes de subjugation de monstres. Cela fait réaliser à Will que ce sera la première fois qu'il affrontera des monstres. Les mêmes monstres qui ont été la cause directe de l'extinction de l'humanité dans sa vie passée. Des créatures qui possèdent un pouvoir magique. Sont connus sous le nom de monstres. Mais tous les monstres ne sont pas intrinsèquement menaçants pour l'humanité. Certains peuvent attaquer les humains. Mais souvent seulement pour leur propre survie. Si leur comportement écologique avait été correctement étudié, ils auraient pu être utilisés comme espèces voisines plutôt que traités comme des ennemis. Cependant, dans 2 ans, le monde est destiné à changer sous l'influence de la Lune Rouge. Les monstres exposés à la Lune Rouge deviendront féroces. Et différentes espèces de super-monstres commenceront à s'unir avec un seul objectif,
anéantir complètement l'humanité. Puis, 2 ans après cette catastrophe, le roi démon lui-même descendra sur le monde. Cette séquence d'événements placera l'humanité dans une position de désavantage complet, provoquant l'effondrement des nations. Point et la mort d'innombrables personnes. Les mages d'attaque seront réclamés sur le champ de bataille, mais parce que la situation sera incontrôlable, ils continueront de perdre la vie aux côtés des chevaliers. Même les mages guérisseurs seront massacrés une fois les lignes de front tombées, ne laissant aucun soutien pour les blessés. Au moment où le protagoniste meurt dans sa vie précédente, il ne reste pratiquement plus d'humains capables de se battre. Si les gens continuent de vivre sans rien changer, l'humanité ne pourra plus survivre. Il ne peut pas permettre qu'une telle tragédie se reproduise. Il jure de se renforcer au-delà de quiconque dans sa vie précédente. Afin de pouvoir résister à la grande invasion de monstres. Plus que cela. Il veut découvrir la véritable cause derrière la lune rouge qui a plongé les monstres dans la folie. Espérant éliminer la source de la calamité elle-même. Le directeur remarque la détermination reflétée dans ses yeux et est profondément impressionné. Il trouve le comportement de Will prometteur. Et se demande si les professeurs sont suffisamment prudents concernant le prochain entraînement sur le terrain. Le directeur l'assure que des mesures appropriées sont en place, mais il précise qu'il souhaite particulièrement encourager la croissance de Will. Plus tard, alors qu'il se tient à l'extérieur du campus avec Veronica, Bud s'approche du protagoniste. Alors que Will tente de montrer qu'il comprend la raison du comportement de Bud lui crie dessus une fois de plus et s'éloigne. Cependant, avant de partir, il dit à Will de faire de son mieux pendant l'entraînement. Puis, juste au moment où il se détourne, il le remercie discrètement d'avoir soigné Sirius, qui se tenait derrière lui. S'avance également et remercie Will. Il dit que maintenant il peut travailler sur ses faiblesses. Et devenir plus fort que jamais. Tant qu'il survit, il sait qu'il pourra un jour se venger, et cette fois, cela ne partira pas en fumée. Le protagoniste l'exhorte à devenir encore plus fort. Et les deux se cognent les poings en signe d'accord silencieux. Pour Will, c'est un avantage que des mages d'attaque plus compétents commencent à apparaître. Car ils seront des alliés inestimables dans les prochaines batailles contre les monstres. Peu après, ils partent en calèche. Après un certain temps, on leur annonce que la forêt de Dunkel approche. Et que les détails de l'entraînement seront examinés sous peu. Veronica explique qu'ils vont combattre des gobelins. Dans le cadre d'une mission demandée au sein de la forêt de Dunkel. Elle procède à guider 3 étudiants de Schwartz, Elish et Gilberne. Puis elle se tourne vers Will, l'informant qu'il formera un groupe de 4 personnes. Soutenu par un professeur de l'une des académies. Erika demande si les membres du groupe ont déjà été décidés. Et Veronica la rassure en lui disant qu'elle sera dans le même groupe qu'elle. Même si Erika trouve Veronica intimidante. Il considère toujours cela bien mieux que d'être jumelé avec un parfait inconnu. Après un certain temps, on leur annonce qu'ils sont arrivés. Alors qu'ils descendent de la calèche, Veronica remarque que les étudiants de Gilberne ont déjà atteint la zone. Le protagoniste réfléchit que dans sa vie antérieure. Il n'avait pas beaucoup de connaissances ou de relations. Soudain, une fille se précipite vers Will et le serre fort dans ses bras, s'exclamant qu'elle mourrait d'envie de le rencontrer. Le protagoniste panique, complètement confus quant à son identité. Elle se présente rapidement comme Marie Goldgrand, la directrice de l'Académie Schwartz. Et la petite fille d'Alnaram Goldgrand. Le héros est complètement stupéfait par son introduction. Car il se souvient d'elle très clairement de sa vie passée. Il ne s'attendait pas à rencontrer la fille qu'il avait soignée chez le directeur, surtout pas ici, dans la forêt. La revoir le pousse à se demander comment elle allait. Elle le rassure rapidement en lui disant qu'elle allait très bien. Presque immédiatement, elle commence à s'excuser, disant qu'elle n'avait jamais pu le remercier correctement à l'époque. Il minimise la chose, lui disant que ce n'était rien. Mais elle insiste pour lui rendre l'appareil en faisant quelque chose pour lui. Elle explique ensuite qu'elle n'avait aucun talent pour la magie. Alors elle s'est inscrite à l'Académie Gilbert à la place et s'est consacrée à l'apprentissage de l'escrime. Grâce à ses efforts acharnés, elle est devenue l'étudiante la mieux classée à l'examen de sélection de l'Académie. Elle glousse. Quand elle remarque à quel point le protagoniste a l'air impressionné. Il est sincèrement ému par son exploit. Car il y a seulement quelques mois, elle était alitée. Et pourtant, en si peu de temps, elle a réussi à atteindre le sommet. Prenant sa main, elle lui dit qu'ils ont été placés dans le même groupe en raison de leurs talents respectifs. Et qu'elle fera de son mieux pour lui être utile. À ce moment-là, il réalise enfin ce que le directeur voulait vraiment dire quand il parlait de prendre soin d'elle. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage. Elle l'entraîne soudainement pour saluer les étudiants qui viennent d'arriver de Elish. Observant de côté,
Véronica et Erika sont surprises de voir à quel point les deux semblent joyeux et amicaux ensemble. Devant la calèche de Téliche, Marie demande si Olin et Turf sont à l'intérieur. Olin commence bientôt à sortir calmement, disant qu'il n'y a pas besoin de se presser. Il salue joyeusement tout le monde, se révélant être le professeur assigné à leur groupe. Olin est un professeur à l'Académie Iliaque. Et dans la vie antérieure de Will, Olin avait été le plus grand mage de soins de son époque. Réaliser qu'il est maintenant dans le même groupe que lui remplit Will d'un bonheur sincère. Après cela, Turf sort également de la calèche, et Marie se présente à lui. Cependant, Turf se fige quand il les remarque se tenant la main. Naturellement, il demande à être présenté au protagoniste. Will se présente, et Turf suppose rapidement qu'il doit être un mage d'attaque. Olin dit ensuite aux étudiants qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et qu'il se contentera de les surveiller. Cette attitude décontractée surprend tous les étudiants. Will s'approche d'Olin et lui demande s'il peut l'appeler maître. Olin demande pourquoi, et Will explique qu'il utilise lui-même la magie de soin, mais n'a jamais eu de professeur approprié pour l'aider à la pratiquer et à l'affiner. Il demande ensuite si Olin serait prêt à l'enseigner. Olin dit qu'il a déjà entendu parler de Will, et accepte volontiers de lui enseigner de la magie de soin. Marie se précipite après eux, insistant sur le fait qu'elle devrait aussi être autorisée à appeler Olin maître. Si Will le fait. De côté, Véronica observe à quel point le groupe semble bien s'entendre. Plus tard, lorsque la mission de subjugation est assignée, chaque groupe est chargé d'opérer en utilisant une cabane comme base. La zone où des gobelins ont été signalés se trouve au plus profond de la forêt. Alors Olin, Marie et Will décident de s'y rendre immédiatement. Pendant ce temps, Turf, le mage de soins, reçoit l'instruction de rester à la base, évitant les premières lignes conformément au protocole traditionnel. Alors qu'il marche vers la zone de reproduction des gobelins, Marie demande si Will va vraiment n'agir qu'en tant que mage de soins sur les premières lignes. Il répond calmement, lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui. Il explique qu'il agira en tant que superviseur du groupe, les laissant se battre librement pendant qu'il garde un œil attentif sur tout. Prenant ces paroles au sérieux, les deux acceptent que le superviseur n'ait pas de règles strictes. Il se met immédiatement à chasser les gobelins. D'un seul geste fulgurant, Marie abat une horde de gobelins en un instant. Le héros n'en croit pas ses yeux, se rappelant qu'il y a à peine quelques mois,